Alors bonjour à toutes. On va. C'est pas sur la paracha de la semaine, c'est sur la paracha de Shlach. Quand la Torah nous raconte, vous savez, cet événement où les Bnei Israël, ils devaient rentrer en Eretz Israël. Et en fait, ils devaient sortir d'Égypte, passer 3 jours dans le désert, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Malheureusement, il y a eu cet événement des Meraglim, les explorateurs. Et les Bnei Israël ont eu peur et ils ont décidé d'envoyer les explorateurs. Et les explorateurs ont vu ce qu'ils ont vu. Ils sont revenus, ils ont dit du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Les Bnei Israël ont eu peur. Ils ont pleuré, Hachem s'est mis en colère et il les a condamnés à rester 40 ans dans le désert. D'accord ? Et après ça, 40 ans après, les descendants, les enfants, ils sont rentrés en Eretz Israël. Déjà, c'est très important de savoir que des fois, pour une mauvaise décision, on perd une génération. Oui, tu n'épouses pas la bonne personne, tu ne fais pas les bonnes études, et paf, tu sautes une génération. C'est la génération d'après qui va récupérer. Mais ici, c'est intéressant, quand c'est marqué la décision d'envoyer les explorateurs, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, Veyaturu et Eretz Kenan, et ils vont explorer la terre de Kenan, Asher ani noten libnei Israël, que moi je donne aux béné Israël. Maintenant, ce langage-là de Vayaturu, ils vont explorer. À la fin de la même paracha de Shlach, la Torah, elle amène la paracha des tzitzit. D'accord ? C'est la dernière paracha du Kriyat Shema. Et là-bas, c'est marqué Velo taturu achare levavchem vachare nechem. Ne vous détournez pas après vos yeux, après vos cœurs. Et la Gemara, elle explique achare levavchem vachare nechem. Achare levavchem zeminut, achare nechem zeznut. C'est-à-dire que les yeux, ils peuvent se détourner, quelqu'un il va regarder des choses qu'il ne doit pas regarder, et ça se passe dans la tête, d'accord ? Que déjà, la personne elle a quelque chose dans la tête, parce que c'est marqué « Velo taturu achare levavchem vachare nechem » Ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux. Mais c'est bizarre, parce que normalement, quelqu'un d'abord il voit, et après il pense. Ouais, le cœur, c'est l'intériorité de la personne. Alors on aurait dû dire normalement « Velo taturu achare nechem vachare levavchem » Ne vous détournez pas après vos yeux, après vos cœurs, parce que j'ai vu quelque chose, et hop, ça m'a rentré dans la tête. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Rashi dit d'ailleurs comme ça, il dit Aleph Romed, Ainaim Ro'ot, vers Aleph Romed. Les yeux, ils voient, et le cœur, il convoite. Ok, maintenant, Rashi, il dit quand c'est marqué Velo taturu achare levavchem, d'accord, il dit ne vous détournez pas après vos yeux, après vos cœurs. Il dit Kemo mitur haaretz. Rashi, il dit c'est le même langage. Le même langage que c'est marqué ici, Vayaturu et haaretz, ils vont explorer la terre. Ici, il dit c'est le langage de l'eau taturu. En vérité, c'est le même langage, mitur haaretz. Et il dit une chose incroyable, Alev ve'ainaim em meraglim lagouf. En vérité, le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. Mais sarserim lo et averot, c'est eux qui vont lui proposer les fautes. Ain roé, l'œil y voit, ve'alev romed, le cœur convoite, ve'agouf oset averot, et le corps y fait les fautes. D'accord ? Donc nous, on voit un parallèle entre les explorateurs qui partent en Eretz Israël pour aller voir comment ça se passe et les yeux qui sont les explorateurs du cœur. C'est bon ? Alors vous savez que le cerveau, il est enfermé à l'intérieur de la tête. Le cerveau, il est aveugle, il ne voit rien. D'accord ? Et les yeux, ils vont aller voir et ils vont rapporter au cerveau, comme des espèces de témoins, de caméras qui voient et qui rapportent au cerveau. Maintenant, il y a une grosse question qui se pose. C'est que les yeux, ils vont aller voir, ils vont trouver quelque chose. D'accord ? Mais est-ce que dans la vie, on trouve ce qu'on trouve, oui, ou est-ce qu'on trouve ce qu'on cherche? Vous me suivez ou ouais? Est-ce qu'on trouve ce qu'on trouve? Ouais, on va quelque part, on trouve quelque chose. Ah, je vois ça, d'accord? Ou alors non, en fait, on trouve ce qu'on cherche, parce que ce que j'ai dans la tête, c'est ça que je vais trouver. D'ailleurs, en français, on dit quand quelqu'un il a des problèmes, on dit tu l'as bien cherché, d'accord? Maintenant, les yeux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller récolter des informations. Mais c'est une question, est-ce que l'œil, il récolte l'information, il la donne au cerveau? Ou alors non, l'œil, il va chercher les informations que le cerveau, il veut. D'accord? Moi, j'ai un problème avec cette copine-là. Elle m'énerve. D'accord? C'est la première de la classe. En plus, elle est mignonne. Et puis, en plus, elle est mince. Donc, elle m'énerve. D'accord? Donc, moi, maintenant, je la vois qu'elle est menteuse et qu'elle est manipulatrice et qu'elle est tordue. Pourquoi je la vois comme ça? Parce que j'ai un problème avec elle. Maintenant, elle, la pauvre, elle est comme elle est. Au pire, elle est bien.
Mais moi, comme j'ai un problème avec elle, d'accord, de susceptibilité ou de manque de confiance en moi ou d'angoisse, donc je vais voir chez elle les défauts. C'est normal. Non, je comprends pas, mais objectivement, elle est gentille ou elle est tordue? Je te dis, si dans ma tête, j'ai un a priori qu'elle est tordue, les yeux, ils vont aller chercher les éléments, ils vont trier les éléments. Une autre, elle va dire, mais t'es folle, c'est une sadéquette, c'est comment elle est gentille, comment elle est sympa, comment elle m'a aidé, comment elle m'a truqué, elle a perdu son père et elle a tenu toute sa famille, tout ça. Je dis, non, c'est une menteuse, c'est une hypocrite. Pourquoi tu la vois noire? Ouais. Alors, il y a une lecture, on dit les scientifiques, qui disent, on voit ce qu'on voit. D'accord? Les psychologues, ils disent, on voit ce qu'on veut voir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et le Baal Shem Tov, il dit, on voit ce qu'on doit voir. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Tout le monde croit? Non, c'est bien. Vous pouvez être sincère, on est entre nous, d'accord? Non. Mais c'est quoi la croyance? Évidemment que je sais que vous croyez en Dieu. Mais c'est quoi la croyance? C'est pas simplement de dire, Baruch Hashem, le Ma'an Hashem, mange kasher, habite sniout. Non. C'est la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc quand je vois des choses, par exemple, qui vont m'énerver ou qui vont pas me faire plaisir, ou je vais rencontrer des gens, si vraiment vous croyez en Dieu, vous savez que c'est Mina Shamaim. D'accord? Donc maintenant, quand moi j'ai un problème avec ça, c'est qu'au fond j'ai un problème de Emouna. C'est que les gens qui m'énervent, en vérité, c'est pas des gens méchants qui m'énervent, c'est des gens qui me donnent l'opportunité de travailler mes nerfs. Vous me suivez? Ouais. Quelqu'un qui me propose, qui me demande une tova, moi je dis, oh, il va me saouler encore, il va me demander. Mais non, parce que toi, t'es radin, ou toi, t'es égoïste. Alors le bon Dieu t'envoie des gens qui vont t'entraîner à devenir généreux. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Mais ça, je peux l'accepter seulement si je comprends qu'il y a une espèce d'harmonie entre la réalité qui est devant moi et moi. Donc Hachem, il envoie ça. Maintenant, quand moi je refuse ça, d'accord? Alors la question, elle est de savoir, est-ce que la réalité que j'ai devant moi, elle est celle que Hachem m'envoie, ou la réalité qui est devant moi, elle est la réalité que moi, je veux qu'elle soit. Alors en vérité, c'est 50-50. 50% Hachem, il t'envoie une réalité, 50% ta vision à toi. 50%. Pourquoi? C'est que les yeux, ils ne servent pas seulement à voir, les yeux, ils servent à projeter. Par exemple, des fois, tu ne comprends pas quelque chose, alors on te dit, tu sais, il faudrait que tu changes d'angle, il faudrait avoir un autre angle de vue. Un angle de vue, d'accord? C'est-à-dire, tu vois comme ça, ouais, un objet. Tu te mets comme ça, tu le vois différemment. Là, tu ne vois pas le coucher de soleil. Quand tu te mets comme ça, tu le vois. D'accord? L'autre, tu la vois tordue. Quand tu la vois comme ça, ouais, on te dit, cette fille, elle est complètement tordue. Sinon, elle n'est pas tordue, la pauvre, elle est malade. Ah, c'est pour ça qu'elle fait la tête. Oui, en fait, elle est en chimio. Oh là là, et moi, je l'insulte parce que genre, elle fait la tronche. Mais en vérité, la pauvre, elle est malade. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé d'angle. C'est la même situation, tu as changé d'angle. Donc, la question, elle est de savoir. Est-ce que moi, quand je regarde, attention, je perçois une réalité, ou quand je regarde, comment ça se passe? C'est par étapes, donc, ou quand je regarde, oui, je fabrique la réalité. Restez concentrés en un seul mot, sinon vous n'allez plus rien comprendre au bout d'un moment. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, est-ce que l'œil, il sert à percevoir, ou l'œil, il sert à projeter? Parce que quand on dit, derrière chez Rotselelech Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller, ouais, la volonté, elle n'est pas dans l'œil, la volonté est dans la tête. Maintenant, si moi j'ai une volonté qui est tordue, ou j'ai une volonté qui est imprégnée de peur, ou au contraire j'ai une volonté qui est pleine de force et pleine de simcha, je ne vais pas voir la même chose. C'est comme toujours, je donne cet exemple. Si quelqu'un il monte l'Everest, c'est 8800 mètres, il met 2 mois et demi pour monter, d'accord? Et il crève, et il souffre, il a les doigts gelés, et il se fatigue, et il a mal partout, et il arrive en haut. Quand il arrive là en haut, c'est un jour où le ciel est dégagé, il a une vue incroyable. Ouais, 8800 mètres, il a une vue de malade, extraordinaire. Maintenant, si la même personne, elle monte en hélicoptère, en 10 minutes, elle paye $3000, hop, elle monte, on la dépose là-haut. De vous à moi, est-ce qu'elle voit la même chose? Oui, non, c'est le même paysage, elle ne voit pas la même chose. Celle qui a travaillé pour avoir l'examen et celle qui a triché pour l'examen, elle n'a pas la même satisfaction. Ouais, celle qui a embrouillé dans le Chidour, d'accord, elle a dit qu'elle avait la nationalité américaine alors qu'en fait elle a la nationalité marocaine, d'accord. Donc ça va sortir un moment, donc ça va revenir. Et là tu triches pendant 1 heure, mais toute ta vie maintenant, tu vis avec la ramma que tu as menti. Donc ça veut dire qu'en vérité, on fabrique la réalité qui est en face de nous. Et c'est ça un peu l'ambiguïté, que d'un côté, on doit avoir une émouna très très forte, que tout ce qu'Hachem nous envoie,
ça vient pour nous compléter, mais d'un autre côté, c'est nous aussi qui le fabriquons. C'est pour ça qu'on dit Kol de Avid Rachamana Letav. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Vous connaissez ce principe, ouais? Gamzu Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Vous avez entendu parler de cette phrase? Mais en vérité, les gens, ils ne connaissent pas la traduction. Les gens, ils croient que tout est pour le bien. Ça veut dire que tout ce qu'Hachem il donne et tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Mais comment tu vas dire le cancer, c'est le bien? Un enfant de 8 ans qui meurt, c'est le bien. Un accident d'avion, c'est le bien. Non, Tov, en hébreu, ça ne veut pas dire bien. C'est une erreur. Ça, c'est à l'Ulpan. Ouais. Non, Tov, ça veut dire complet. Adam Tov, ça veut dire un homme Shalem. Ouais. Mazal Tov, c'est quand le mazal de la femme et le mazal de l'homme, ils se rencontrent. Le mazal, il est complet. C'est ça, Tov. D'accord? Donc, quand on dit Gamzu les Tov, c'est pas ça aussi, c'est pour le bien. Ça aussi, c'est pour compléter. Maintenant, des fois, quelque chose, ça me complète par une situation positive. Des fois, ça me complète par une situation négative. Par exemple, quelqu'un, il est dans une super école, mais manque de peau, son prof, c'est un fou. C'est un malade mental. Ouais. Il veut le détruire. Donc, elle est dans une super école, mais le prof est cinglé. Et tellement il est méchant, il la fracasse, il la casse, et l'autre, elle se mange les ongles, et elle s'angoisse, et elle pleure, et elle a de l'eczéma, tellement elle n'est pas bien. Et à la fin, en conseil de classe, le prof, il la fracasse, et finalement, elle est renvoyée de l'école. Et elle va dans une autre école. Mais une école où jamais elle aurait été. C'est une école khalada, pourrie, bidon. Mais dans cette école pourrie, le prof de cette année, il est super. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc elle, du coup, elle se retrouve dans une école qui est pas bien, mais la classe est très bien, le prof est très bien, et elle, du coup, elle retrouve la confiance, elle se met à travailler, elle rattrape 2 ans de retard, elle devient une super élève, elle fait 1 an de séminaire, elle commence médecine, elle est bien. Ouais, dis-moi, cette école, t'aurais jamais été là-bas, toi. Il fallait que tu sois renvoyé de l'autre. Au moment où tu étais renvoyé, qu'est-ce que tu as dit? Comme tu es religieux, tu as dit Gamzu les Tova, mais Gamzu les Ramma. Tu dis, attends, je suis renvoyé d'une super école. C'est vrai que le prof il est fou, mais je suis renvoyé. Mais d'un autre côté, maintenant, tu es arrivé dans une école pourrie, mais où le prof il est bon. Et c'est lui qui t'a sauvé la vie. Donc, c'est ça, ça veut dire les Tova. Encore une fois, Tov, ça veut dire Shalem, ça veut dire complet. Donc, Zeba les Ashlimoti. C'est très très important. Si vous comprenez ça, vous gagnez à peu près 10 ans de maturité. Plus à peu près 8 ans de Shalom Bayit. D'accord? Donc, ça veut dire que Tov, ça veut dire complet. Donc, Ma'asim Tovim, c'est pas des bonnes actions. Ma'asim Tovim, c'est Ma'asim Shlemim. Vous me suivez ou non? Donc tu dois faire un acte qui est complet. Mais si ton acte, il contient du bon et du mauvais, il n'est pas bon. Parce qu'il n'est pas entièrement tov. Après maintenant, quand toi tu as un lien avec une réalité, ce lien, il est tov, donc il est shalem, mais il est aussi mashlim. Ça veut dire que moi, je dois comprendre combien cette réalité, elle me fait grandir. Mais ça, c'est valable si moi, je veux grandir. Si je ne veux pas grandir, ouais. Comment on appelle la sensation qui est ressentie par les gens qui ne veulent pas grandir? Eh bien, le stress. L'angoisse. La rama, j'ai pas envie de grandir. Et toi, tu veux me faire grandir? Ouais. Vas-y, travaille. Ah, j'ai pas envie de travailler. Vas-y, bouge. Ah, j'ai pas envie. Réfléchis. Ah, dis ce que tu penses. Non. Donc, en vérité, quand quelqu'un m'oblige à exister, ça me stresse. Mais si moi, je veux exister, c'est extraordinaire. Parce que je veux exister et la vie, elle me propose d'exister. Waouh. C'est bien. C'est comme l'école. Ça va quoi, c'est l'école? Non? Vous y allez depuis un certain temps quand même. Vous savez pas? Ça sert à rien l'école, vous savez ça. C'est juste une garderie pour que vos parents ils soient tranquilles. Non, en vérité, c'est pas ce que vous apprenez à l'école qui est important. C'est les midotes que vous travaillez grâce à l'école. À l'école, vous allez apprendre Marignan 1515. La vérité, tu vas faire quelque chose avec. Ouais. Tu as pris des équations du 6e degré. Tu vas en faire dans ta vie. Ouais, mère de famille ou même ingénieur, tu crois que tu fais des équations? Non, les mathématiques, ils vont développer chez toi les connexions dans le cerveau. Et en vérité, la réalité, c'est quoi? C'est quoi les mathématiques? C'est la réalité qui est numérisée. Par exemple, tu dis, je dois aller dans cette école ou dans cette école. Proposition A, proposition B. Dans cette école, il y a des avantages. Dans celle-là, il y a des inconvénients. Celle-là, il y a mes copines, mais elle est très loin de la maison. Celle-là, elle a un bon niveau, mais elle est très chère. Celle-là, elle est à côté de elle est à côté de la maison, mais c'est des mauvaises fréquentations. Donc, il y a toujours des plus et des moins. Maintenant, tu dois choisir école A ou école B.
Maintenant, c'est bizarre que les défauts de A, quand tu les passes de l'autre côté, ils deviennent des qualités. Comme l'équation. Le plus, il devient le moins il devient le plus. Le divisé, il devient le multiplié. Donc en vérité, c'est quoi une équation? C'est une situation de vie qui a été numérisée. Maintenant, quand toi, tu vis une situation de vie, bah, ça te développe une expérience. Maintenant, si une équation, c'est une situation de vie, donc si tu fais 1000 équations, tu as le cerveau qui ne marche pas à la même vitesse que si tu en as fait une seule. Ça va? Donc les mathématiques, ils vont t'apprendre à développer les connexions neuronales, ça s'appelle. Ton cerveau, il fonctionne plus vite. La dissertation, elle t'apprend à développer une idée. Ça, c'est un truc très bizarre. Pourquoi les profs donnent la dissertation 15 jours avant, puisque de toute façon, tu fais la veille? Ça sert à rien. Ils vont qu'à te la donner pour le lendemain. De toute façon, tu vas la faire la veille. D'accord? Non, parce que d'abord, tu dois bien analyser le sujet. Bien. Oui. Après, tu dois ramasser les éléments qui rentrent dans le sujet. Après, tu dois faire un plan pour développer le sujet. Après, tu dois faire thèse, antithèse, synthèse. Après, tu dois rédiger. Après, tu dois corriger, enlever les lourdeurs, améliorer le style et tout ça. Et après, finaliser et écrire. Combien de temps ça prend? 15 jours. Maintenant, à quoi ça sert? Encore une fois, ça sert à rien. De toute façon, tu vas être secrétaire médical ou tu vas être podologue. Tu vas faire des dissertations. Non. Mais quand tu auras un problème avec ton mari ou avec ton fils, il va falloir bien comprendre le sujet. Parce que le pire dans la vie, c'est quoi? C'est d'être hors sujet. Parce que hors sujet à l'école, tu as 0, mais hors sujet dans la vie, tu divorces. Donc il faut bien lire l'énoncé. Il faut bien comprendre la réalité. Après, il faut développer. Comment je vais dire à mon mari? Comment je vais faire? Je vais m'énerver, je vais lui envoyer dans la tête. Non, il faut que j'amène les arguments. Après, il faut que j'organise les idées. Après, je corrige le brouillon. J'enlève. Ça, c'est de la gava. Ça, c'est de la bêtise. Ça, c'est de la lourdeur. Et après, je sors quelque chose de propre. Et après, je lui donne. Il dit, waouh, chérie, ça, c'est réfléchi. Ça, c'est construit. Ça, c'est intelligent. Ah, allez, on y va. Donc, en vérité, la dissertation, c'est une situation de vie que tu dois analyser. Donc, prends les qualités que tu développes avec l'école. Vous me suivez ou non? C'est pareil, le résumé. Un résumé, c'est quoi? C'est que tu dois résumer. Alors, à l'époque, je me rappelle, quand j'étais en première ou quoi, en seconde, qu'est-ce qu'ils faisaient les élèves? Ils comptaient les mots. Madame, combien de mots? Ah ben, il faut... Ah, maximum 52 mots. Oh, 52 mots? Mais il y a 240 mots. Alors, le gars, il essaye d'enlever des mots. Mais non, un résumé, c'est quoi? C'est qu'une idée, elle prend toujours moins de place qu'un texte. Oui, non? Donc, quand vous avez compris le sens, donc il faut d'abord faire l'analyse de texte avant de faire le résumé du texte. Maintenant, quand tu peux résumer un texte, tu peux résumer un film, tu peux résumer une situation, tu peux synthétiser un cas. Donc, en vérité, les qualités développées par le résumé, c'est la capacité de synthétiser. Et ça, tu en as besoin toute ta vie. C'est pareil. On te donne des devoirs. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu les fais. Donc, tu apprends à finaliser tes projets. Après, tu apprends à organiser ton temps. Nous, on était des malades. Moi, j'étais à l'école, on était avec un groupe de 4, on était des fous. Quand le prof de maths donnait par exemple 4 exercices, nous, on faisait 40. Vous priez pour qu'il meure, qu'il s'étouffe. Non, en vérité, ouais, nous, on faisait 10 fois. Pourquoi? Parce qu'on a dit, mais c'est pas, on ne doit pas subir l'école, on doit utiliser l'école. Et dans toutes les études, c'est pareil. Une fois, des parents, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, voilà, je vous passe mon fils, il veut se suicider parce qu'il a raté la prépa d'HEC de 2 points. Pour rentrer à HEC, il a raté de 2 points. Il voulait mourir. Je lui dis, écoute, mourir, de toute façon, on va tous mourir, mais tu n'es pas obligé de le faire plus tôt. Mais par contre, tous les efforts que tu as fournis, parce que 2 ans de prépa, c'est comme 4 ans de médecine au niveau travail. Ouais. Donc, ce que tu as fait comme musculation au niveau de la tête, au niveau de la pensée, ça, c'est gagné. Donc, toute la vie, c'est quoi? C'est que tu fais des actions qui vont muscler ton intériorité, qui vont muscler ta volonté, qui vont muscler ta connaissance, qui vont muscler ta finesse, qui vont muscler ta crainte d'Hachem, qui vont muscler ta compréhension de la vie, qui vont muscler ta patience. Donc, vous avez compris qu'on muscle à l'intérieur. Même quelqu'un qui fait de la musculation, en vérité, en même temps, il développe les forces, les muscles, mais en même temps, il développe la volonté. Parce qu'il faut les soulever, les 120 kilos 200 fois. Et ben c'est pareil, quand toi tu fais de la musculation, de la patience avec tes copines, parce que celle-là, elle te saoule, celle-là, elle t'énerve, celle va absolument acheter la même jupe que toi, celle-là. Mais tous ces gens qui t'énervent, en vérité, ils te font la musculation de la patience. Et moi, je peux vous dire, en tant que spécialiste, que dans le Shalom Bayit, il va en falloir de la patience. Très, 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 très fort. C'est pas des nerfs qu'il faut, c'est des câbles en tungstène. Mais si vous êtes nerveuse, susceptible, Allah, superficielle et lourde, ben, ça va exploser.
Donc en vérité, tu te sers d'avant le mariage pour préparer les midotes d'après le mariage. Mais qu'est-ce qu'elles font ces midotes? Elles sont mashlim otra. Elles vont te rendre complète. Ça va? Maintenant, le Rav Dessler, toujours, il explique que Alev ou Ametsiout, le cœur, c'est la réalité de la personne. Akol novea me Alev, tout vient du cœur. En réalité, c'est quoi le cœur? En fait, le cœur, c'est pas c'est pas le muscle qui envoie le sang. Ouais. Non, le cœur, c'est comme en français, quand on dit le cœur de la ville, par exemple. C'est pas que la ville, elle a un cœur qui bat. Ouais, genre, tu coupes un quartier, il y a du sang qui sort. Non. Le cœur, c'est le centre. Ça s'appelle Merkaz à Adam. Maintenant, le Maharal, tout le monde dit Akon Novea Me Alev. Tout vient du cœur. C'est-à-dire tout vient du centre de la personne. Et nous, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On est bonnet le lève. Pour ça, toujours la Torah, elle parle Irat Alev, d'accord? Binyan Alev, Va'ashevota El Levavecha. C'est-à-dire qu'en vérité, on passe notre vie à fabriquer notre intériorité. Maintenant, si mon intériorité, elle est construite, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire et tout ce que je vais penser vient de l'intériorité. Encore ce matin, je répondais à un email, une dame qui m'écrivait, écoutez, j'ai une pression au bureau, ma directrice, elle veut me détruire, j'ai envie de mourir, je ne sais plus si je dois rester, si je dois partir, je ne sais pas quoi faire. Alors j'ai répondu, je lui ai dit, écoutez, madame, ce n'est pas la directrice le problème. Le problème, c'est que la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Vous me suivez ou non? Il y en aura des tempêtes dans la vie. Il y en aura des ouragans. La question, c'est pas de savoir si Chazvé Shalom, il y a un ouragan ou non. La question, c'est de savoir, est-ce que la personne qui va subir l'ouragan, elle est forte ou elle est faible? Si toi, tu es forte, la vie, elle est facile. Si toi, tu es faible, la vie... Maintenant, tu ne peux pas décider qu'est-ce que le bon Dieu l'a décidé pour toi, mais tu peux décider la personne que tu vas être pour l'accueillir. Et ça, c'est très important. Maintenant, on passe notre vie à construire cette personne-là. Donc, le temps de l'école, le temps du séminaire, le temps des études, le temps du mariage, le temps en tant que parent, le temps en tant que belle-mère. Parce qu'il faut quand même le savoir. Vous avez beau parler du Lachon Hara sur votre belle-mère, mais un jour, vous serez belle-mère. Ça, c'est la seule malédiction qui revient sur toi. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que on va passer notre vie à fabriquer cette personne à l'intérieur. Ça s'appelle le lève. Bon, l'autre, il va dire ça s'appelle la silhouette psychique. D'accord? L'autre s'appelle l'intériorité profonde. L'autre, il va l'appeler ça la source de l'impulsion première. Pourquoi? Parce que il y a un schéma qui va vous faire gagner à peu près 10 ans. Une personne, c'est comme des poupées russes. Vous savez, des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la neshama. Au-dessus de la neshama, il y a le nefesh, le psychique, le moi, le jeu. Au-dessus, il y a le physique, il y a le corps. Et au-dessus, il y a le vécu. D'accord? Maintenant, la Torah, elle dit que... Enfin, le Zohar, il dit que chacun d'entre nous, il a une neshama unique. Après, la Gemara, elle dit que Keshem Shepartsoufem Shonot, Kardatem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire que notre corps, vous savez que chacun, il a un corps unique. Même les jumeaux, ils ont un corps unique parce qu'ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc on est tous uniques au niveau de notre corps. Mais le côté unique de notre corps, il est l'expression du côté unique de notre esprit. Parce que Keshem Shepartsoufem Shonot, Kardatem Shonot. De la manière que les corps sont différents, les esprits sont différents. Donc j'ai une neshama unique, j'ai un psychique unique, j'ai un physique unique, un corps unique. Il y a un grand médecin Goy qui disait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a tous les mêmes membres, on a tous des poumons, un système sanguin, des os, un squelette, mais on réagit tous différemment à la maladie. C'est bizarre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est unique. D'accord? Et on a un vécu unique, c'est-à-dire on a un rapport avec la réalité, avec l'argent, avec les nerfs, avec le regard de l'autre, avec la peur, qui est unique. Maintenant, si on réfléchit bien, d'accord? Il dit le Maharal de Prague, Kol hachaim zelatzet min hakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Maintenant, il y a le potentiel, c'est quoi? C'est le moi intérieur. Ça, au niveau du nefesh, là, le jeu, ça, c'est le moi intérieur. Et le moi extérieur, c'est celui qu'on voit, celui qu'on montre. Voilà, vous me voyez là. Vous me voyez, mais c'est moi qui parle. C'est pas moi. C'est moi. Vous comprenez? C'est pas mon corps qui est en train de parler. C'est pas ma bouche. C'est moi. C'est mon esprit. C'est ma volonté. C'est ma conscience. C'est mon da'at qui est en train de parler. Donc maintenant, à l'intérieur, ce que les Chachamim appellent le cœur, oui, c'est le moi intérieur. Il doit sortir la po'al. On dit en français, il doit sortir dans la réalité.
Ça veut dire, en français, il doit se réaliser. Maintenant, il y a le jeu extérieur, que celui que tu montres et celui que tu vois, celui qui est dans l'acte, et le jeu intérieur, c'est celui de la volonté et du potentiel. Maintenant, ces deux, il faut les développer. Pour ça, on dit en français, on dit « je me réalise ». Je me réalise. Donc le je, c'est qui? C'est toi. Le me, c'est qui? Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Ça va, vous suivez? On dirait un plat d'asperges. Vous suivez là ce que je dis là? Vous comprenez ce que je dis? Si vous ne comprenez pas, on peut arrêter. Je peux faire un truc plus lourd, plus simple. Vous comprenez ce que je dis? Oui, non? Non, je vois vos têtes qui partent comme ça. Parce que là, ce que je vous fais, c'est à peu près 3-4 ans d'Yeshiva. Pour des gens sérieux. Ouais, et à peu près 6 ans de fac. J'ai des très grands psychologues qui écoutent les cours. Des goïms, des juifs, des professeurs de neurosciences. Donc, mais comme j'ai du cavote pour vous, que Mme Baruch, elle a fait l'effort avec les professeurs, et que je veux vous donner vraiment de quoi faire, essayez de suivre. Si vous ne suivez pas tout, de toute façon, c'est enregistré. Si vous êtes maligne, vous reprenez, vous mettez par écrit, vous gagnez 10 ans de maturité. D'accord? Mais essayez de rester concentré en un seul mot. Maintenant, c'est sûr que le Yetzirah, il va vous déconcentrer. Parce que ce qui est important pour vous, il va vous empêcher d'écouter. Mais après, vous dites, moi, Yechia, je suis en plein soleil, je me prends la Ramma pour un cours que je n'étais même pas obligé de faire. Vous êtes obligé, madame, elle vous a... Alors venez, on fait un deal, on met le Yetzirah de côté, on travaille dans la bonne volonté. Et on va gagner, si Dieu veut. C'est qui vous? Moi, non. Ah, pour le soleil? Non, j'adore bronzer, moi, j'ai un bon teint. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Non, je disais ça pour le Yetzirah, mais je sais que vous êtes des filles sérieuses et qu'au pire, ça peut que s'arranger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris qu'en fin de compte, on est là pour se réaliser. D'accord? Le Maharal, il dit que c'est ça la définition de la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se réalise pas. D'accord? Pas seulement parce que tu es rachat, mais parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu as peur, parce que tu vis dans le regard de l'autre. À chaque fois que tu ne te réalises pas, tu n'existes pas. C'est pour ça que le rachat, il est appelé mort. Pas seulement parce qu'il fait des avérotes et qu'il est chayav mita, mais non, parce que celui que son Yetzirah, il le maîtrise, donc lui, il ne se réalise pas. D'ailleurs, quand il fait une bêtise, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Les mots ont dépassé ma pensée. Au fond, je sais que c'est pas bien. C'est trop difficile, j'y arrive pas. Je suis fatigué, je suis fragile, je suis pas capable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu as une bonne justification, tu as un dossier justificatif d'échec. Mais le vrai problème, c'est que tu vis pas ta vie. Donc déjà, tu ne vis pas ta vie. En plus, tu ne peux pas épouser la bonne personne, puisque la bonne personne, elle est adaptée à ton potentiel réalisé. Si tu ne le réalises pas, il faut que tu épouses quelqu'un qui est adapté à ton potentiel non réalisé. Ça s'appelle Zivug Sheni, Zivug Shlishi, Zivug Revi, les filles Marasav, elle dit la Gemara. D'accord? Après, tes enfants, ils vont ressembler à quoi? À ce que tu es ou à ce que tu es censé être? À Raudon Kolo. À ce que tu es censé être, à ce que tu es. À ce que tu es. Parce que c'est génétique. Après, tu dis, ouais, mais les enfants, ils ont les mêmes problèmes que moi. Je dis, ils les ont irrités. Les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. Donc, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, et les hmariers, ils font des hmar. Donc, c'est pas la peine de t'énerver sur tes enfants, puisque de toute façon, leur seul défaut, c'est qu'ils te ressemblent. Maintenant, vous avez une chance extraordinaire. C'est que vous n'êtes pas maman encore. Enfin, j'espère. D'accord? Donc, comme vous n'êtes pas maman, je rigole. Donc, comme vous n'êtes pas maman, vous êtes en train de vous construire. Donc, vous êtes en train de construire votre personne, construire votre ratan, parce qu'il aura le défaut de vous ressembler, construire vos enfants, puisqu'ils seront le fruit de vos qualités et de vos défauts. Donc, vous êtes super, vous êtes libre, vous êtes avant. Les 3/4 des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils sont dans le coma, ils se réveillent à la naissance du 6e, ils disent, mais attends, mais il y a tout à refaire. En fin de compte, je ne vis pas la vie que je vis, j'ai fait des études parce que je voulais faire plaisir à ma mère, le gars, je l'ai épousé parce qu'on m'a dit au bout de 3 fois, faut finir, disait le chidour, les enfants, ils sont nés parce que c'est une maladie biologique. Après, tu dis, ouais, j'ai pas vécu ma vie. C'est faux en vérité. Parce que tu sois les khatrila ou bedjeved, a priori ou a posteriori, c'est ton choix. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un non-choix, c'est un choix. Quand tu choisis pas, c'est un choix, puisque tu as choisi de ne pas choisir. Donc quand tu n'as pas évolué, tu as choisi de ne pas évoluer. Quand tu as voulu t'occuper des choses superficielles et rester une hamara, parce que comme tu étais belle, tu dis tiens, je vais être aussi bête. Parce que dans le film, tu voulais jouer les deux rôles, la belle et la bête. Hamara yafa. Ouais. Et les gens qui sont beaux, ils font pas tellement d'efforts sur les midotes, parce qu'ils disent pourquoi j'ai besoin d'être un génie, de toute façon je suis magnifique. Ouais, parce que vous avez lu le livre de Claudia Schiffer? C'est une mannequin, non?
Ben, elle n'a pas écrit, tu as déjà vu un saint qui écrit un livre, toi? D'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous choisissez la superficialité, ne venez pas après téléphoner au rabbin pour dire ah, j'ai des problèmes essentiels, j'arrive pas à les régler. Mais c'est normal, parce que les gens superficiels ont des problèmes essentiels, mais ils ne peuvent pas y répondre puisqu'ils sont superficiels. Et on ne peut pas apporter une solution superficielle à un problème essentiel. C'est pour ça que la Torah, elle met toujours l'accent sur l'essentiel, sur l'intériorité, sur les valeurs, sur la construction, sur la remise en cause, sur les efforts, sur le ramal, sur la pureté, sur le émet, sur la gdoucha. Pourquoi? Tu dis pas, tu sais quoi? Il en faut des brels. En plus, c'est le gars, il s'appelle Jacques, c'est Mina Shamaim, d'accord? Donc, il faut des imbéciles, il faut des idiotes, il faut des ahmad. Non, pourquoi? Tu as le choix. Tu as le choix. Tu peux avoir un grand destin, tu peux épouser un grand Talmid Racham, tu peux encourager un grand médecin qui va sauver du cancer, ou tu peux avoir un métier comme ça, vite fait, juste pour gagner ta vie, et tous les jours tu y vas en disant oh, qu'est-ce que je fais là, je perds mon temps, dommage j'ai pas fait les études, tu peux pas passer ta vie à regretter. C'est pour ça que la Gemara elle dit Rechaim mleim charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Mais c'est quoi le regret? C'est ce que c'est le regret? Le regret, c'est le remords de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire. Est-ce que c'est le remords? Le remords, c'est une mort qui revient. Remords. Tu mords et tu remords. Maintenant, tu ne devrais pas avoir de remords. Tu sais pourquoi? Parce que tu as toujours fait ce qu'il fallait. Tu as toujours été la personne qu'il fallait. Et pour ça, tu t'es préparé. Vous savez, moi, j'avais tellement peur d'être débile qu'à 14 ans, j'ai commencé à lire des proverbes. Et à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'Hippocagne. C'est une fac de philo, d'accord? Et le prof de philo, il me disait, mais ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer, ça c'est Platon. Je fais, non, moi j'ai pas lu de bouquin de philo, je voulais réfléchir tout seul. Maintenant, je vous dis pas ça pour vous impressionner. Et moi, j'étais moyen à l'école, hein. Mais c'est pour vous dire que quelqu'un qui a de l'ambition et qui travaille, il peut réussir. L'autre, il dit, ouais, mais elle est vachement intelligente, elle comprend du premier coup, l'autre, elle dit la leçon, elle la connaît par cœur. Non. Parce que quand tu regardes chez l'autre, tu perds tes moyens à toi. Kol anoten ainav vema sheino shelo, ma sheyeshlo notli mimeno, ma sheyrotse lo notnim lo, la Gemara dans Sota. Celui qui met les yeux sur ce qui lui appartient pas, ce qu'il veut, on lui donne pas parce que c'est à l'autre. Ouais. Et ce qu'il a, on lui enlève puisqu'il en veut pas. Maintenant, Rav Dessler, il dit ça, c'est même dans les midotes. Si toi, tu es jalouse de l'intelligence de l'autre, ton intelligence à toi, tu la développes pas. Ouais. Si toi, tu es jalouse de la patience de l'autre, si toi, tu es jaloux de la beauté de l'autre, ta beauté à toi, on la voit pas. Parce que c'est quoi la beauté? La beauté, c'est un éclairage de bonheur. Et c'est quoi d'être moche? C'est d'être malheureux. Quand tu es malheureux et triste, tu es toujours moche. Même si tu as un super maquillage et un nez de star. Mais pas n'importe quelle star, la star. D'accord? Mais si tu as un visage épanoui et tu es heureux à l'intérieur, alors on dit son sourire illumine son visage. Donc encore une fois, ça part de l'intérieur. C'est pour ça que j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut, et ça vous êtes en plein dans la période, vous êtes dans cette période des grands choix, dans cette période de la prise de conscience. Moi je passe ma journée dans le Shalom Bayit à expliquer à des adultes qui se conduisent comme des gamins. Et ces béhémètes, ils sont des gamins. Parce que comment tu deviens un adulte? En assumant la réalité. Comme quand tu passes en première, parce que tu travailles en seconde. Comment tu passes en terminale? Parce que tu travailles en première. Mais si tu fais rien en première, tu passes pas en terminale, sauf si ton père c'est un gros donateur, d'accord? Donc tu passes pas. Quand tu passes pas, c'est pas seulement que tu passes pas, c'est que t'as pas le niveau non plus. Maintenant, s'imagine que si on passe en terminale, on a le niveau de terminale. Si on est en 5e année de mariage, on est censé avoir plus de maturité de mariage que la première année. Si tu as des enfants de 20 ans, tu es censé être plus mature qu'une personne qui a un enfant d'1 an. Puisque tout ce qu'Hachem t'envoie, c'est pour te faire grandir. Puisqu'on a dit que Tov, c'est Shalem, et les Tova, c'est les Hashlim. C'est-à-dire que la réalité, elle est là pour me faire grandir. Maintenant, encore une fois, celui qui a envie de danser, il adore la musique. Mais celui qui n'a pas envie de danser, celui qui n'a pas envie de grandir, celui qui n'a pas envie d'évoluer, celui qui veut rester débile, celui qui veut rester petit, celui qui veut rester mesquine, eh bien la vie, c'est une souffrance. Donc grandir, c'est souffrir pour les gens qui ne veulent pas grandir. Mais grandir, c'est un plaisir pour les gens qui veulent grandir. Donc la question, elle est, est-ce que tu veux grandir ou tu ne veux pas grandir? Vouloir, c'est où? C'est à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Vous vous rappelez, il y a la Neshama, après il y a le Nefesh, après il y a le corps. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, je vais vous donner un chidouche
La neshama, toujours c'est marqué Aratson Nover mais Neshama. La volonté vient de l'âme. Ok, c'est marqué partout, dans tous les sfarim. Mais c'est très embêtant. Parce que vous savez que la neshama, elle est divine. Si on dit que la volonté vient de l'âme, donc la volonté, elle vient de Dieu. Si la volonté, elle vient de Dieu, donc toi, tu n'as pas de libre arbitre. Donc on est des robots. La neshama nous dit à gauche, à droite, ta, ta, ta. Non, c'est pas possible. Alors écoutez bien, il y a une nuance qui est très très fine. Il faut bien la comprendre. Parce que si vous la comprenez, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous ne la comprenez pas, ça va remettre en cause votre croyance. Donc il faut être concentré, mais vous allez voir, c'est très puissant. La neshama, elle produit une énergie. Cette énergie, quand elle sort de la neshama, on l'appelle énergie, on l'appelle kohar. Elle rentre à l'intérieur du nefesh, elle arrive au niveau du psychique. Le psychique, c'est quoi? C'est le jeu. D'accord? Il dit le Rav Wolbe, le Rav Dessler, le Rav Akibatat, il dit, cette énergie-là, au moment où elle rentre dans le nefesh, c'est là qu'elle s'appelle le ratson. Elle s'appelle la volonté. Alors, pour vous donner une image plus facile à comprendre, vous avez l'électricité à la maison. D'accord? Vous êtes au courant. D'accord? Donc maintenant, quand vous payez EDF, EDF, il vous amène le courant jusqu'à la prise. Maintenant, vous branchez un frigo, vous emmenez le courant de la prise dans le frigo. Vous branchez une chaîne IFI, vous branchez votre portable. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? En fait, la neshama, elle représente EDF, d'accord, qui envoie le courant. C'est la prise. Vous branchez le frigo, ça c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que moi, je prends l'énergie de la neshama et je la mets dans le bien. Hop, elle y va. Je la mets dans le mal. Ça fonctionne. Je la mets dans la bêtise. Je la mets dans l'intelligence. Je la mets dans la finesse. Je la mets dans la kedusha. Je la mets dans la touma. En vérité, qu'est-ce que je fais? Je prends cette énergie. La neshama est divine. Donc l'énergie qui sort de la neshama aussi, elle est divine. Et je vais l'orienter vers mes choix. Ça va? Donc en vérité, le jeu, il est humain, mais l'énergie de l'âme, elle est divine. Et cette énergie, on a dit, quand elle rentre dans le nefesh, elle devient ratson. Et on a dit que le ratson, il vient de la neshama. Mais en vérité, c'est quoi? C'est l'énergie de la volonté qui vient de la neshama, mais l'orientation de cette énergie. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça, c'est humain. Ça va? La connotation de cette énergie. C'est comme si, au lieu que ça soit du courant électrique qui sort, c'est un torrent qui passe. Moi, maintenant, le courant, il passe. Le torrent, il passe. C'est pas moi qui fabrique le torrent. Mais moi, si je veux, je mets du colorant. Maintenant, il est rouge. Je mets de la terre, ça fait de la boue. Je mets du ciment, ça fait du béton. Maintenant, ce que je mets à l'intérieur de cette énergie qui sort de l'âme, d'accord, ça s'appelle en français la personnalité. Ça va? Donc, ça sort un truc bizarre. Quand je dis je veux, le je, il est humain, mais le veut, il est divin. C'est pour ça que la volonté n'a pas de limite. Parce que quand je vais mettre ma volonté à l'intérieur d'un projet, ben le projet il va avancer, parce que ça s'appelle Bederer chez Rotselelech Molichinoto. Quand je vais mettre ma volonté dans l'étude de la Torah, ouais, ça s'appelle chez Tiou Amalim Batora. Quand je vais mettre ma volonté dans la parole, ça s'appelle la conviction. Quand je vais mettre ma parole, ma volonté dans l'enseignement, ça s'appelle la pédagogie. Mais en vérité, qu'est-ce que je fais? Je ne mets que mettre cette énergie à l'intérieur de la réalité. Donc, quand cette énergie, elle passe dans le corps, elle s'appelle la motivation. C'est pour ça que ratson, similachon ratz. Ratz, c'est courir. D'accord? Quand je mets cette énergie dans mon projet, elle s'appelle ce qui fait avancer le projet. C'est le moteur du projet. Quand je mets cette énergie dans mon couple, elle s'appelle le don de soi. Elle s'appelle Shaviut Aretsonot, l'équivalence des volontés. Or, l'amour, il faut que vous le sachiez. Pas parce que vous allez vous marier demain, mais parce que ça se prépare à l'avance. L'amour, c'est, le Maharal, il dit, c'est Shaviut Aretsonot. C'est l'équivalence des volontés. Donc moi, ma volonté et ta volonté, ils font un. Maintenant, pour que ma volonté, elle fasse un avec la tienne, il faut que je la maîtrise. Et on a dit que le moteur de la volonté, le moteur de l'existence, c'est la volonté, puisque j'existe en projetant ma volonté dehors. Ça va? Donc les gens qui ne maîtrisent pas leur volonté n'existent pas. Maintenant, puisque l'amour, c'est l'équivalence des volontés, et que la volonté, c'est le moteur de l'existence, vous suivez toujours? Donc l'amour, c'est l'équivalence des existences. On appelle ça en français la coexistence. Je sais que c'est très profond, mais vous êtes bien là?
N'essayez pas de répéter ou de retenir, tout est enregistré, mais rien qu'essayez de comprendre au fur et à mesure. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les informations que vous entendez, c'est le parcours qu'on est en train de faire dans votre tête, là. Vous êtes en train d'emmener votre conscience quelque part. C'est bon? Donc si je dis que la volonté, c'est le moteur de l'existence, et que l'amour, c'est la rencontre des volontés, donc c'est la rencontre des existants. Ça s'appelle en français la coexistence. Maintenant, de vous à moi. Ne prenez pas mal. Hein. Je ne parle pas de vos parents maintenant. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui cohabitent, mais il y a peu de gens qui coexistent. Et tous les problèmes de Shalom Bayit, ils viennent de quoi? C'est parce que je crois que l'autre, en existant, il m'empêche d'exister. Maintenant, vous avez bien compris que pour coexister, il faut exister. Et il faut que l'autre existe. Mais si l'autre, il n'a pas envie d'exister, comment je vais coexister? Maintenant, de la même manière que tu vas coexister avec ton mari, parce que les deux volontés se rencontrent, il faut que tu coexistes avec ton enfant. Mais lui, il est complexé, lui. Il est mal dans la tête. Il est sûr que tu l'aimes pas. Mais tu ne peux pas lui apporter le bien puisqu'il ne veut pas coexister. Maintenant, il faut que tu coexistes avec ton patron. Mais lui, il est pervers narcissique. Il veut te détruire mentalement. Ouais, il veut t'exploiter. Donc, je ne peux pas coexister avec lui. Donc, ça ne marche pas. Il faut que tu coexistes avec le Rav pour comprendre ce qu'il veut. Au fond, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Donc, lui, il veut exister. Toi, tu veux exister. On coexiste. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'amour et du respect et de l'admiration entre le Rav et l'élève. Comme dans le couple, comme dans l'éducation, comme dans tous les domaines de lien, en vérité. Maintenant, quand moi, je comprends ça, pourquoi j'ai besoin de coexister? Eh ben, pas grave, lui, il existe, moi, j'existe. Non, non, non. Parce que qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Puisqu'on a dit que tout est pour le bien et que bien, c'est complet, c'est que l'autre, il va t'aider à compléter des parties de toi, comme toi, tu vas compléter des parties de l'autre. Parce qu'on a dit que le radin, il rencontre des gens qui lui demandent. Donc, il va devenir généreux grâce à l'autre. L'autre, maintenant, il va en avoir marre de demander, donc il va devenir indépendant. Le nerveux, il rencontre des gens qui l'énervent. Mais en vérité, ça lui apprend le calme. L'autre, qui est tout le temps victime, il cherche des gens pour le supporter. Et l'autre, il est chesed, Mère Teresa, il va aider. Mais d'un autre côté, quand tu l'aides, l'autre, il reste de plus en plus handicapé. D'accord? Parce que Michel Bola, t'as sur les rachem alav. D'un autre côté, tu dis, oui, mais c'est mon cœur, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Combien de fois des filles, elles me disent, voilà, je suis fiancé avec un garçon, mais il n'est pas du tout religieux, mais peut-être ma mission, c'est de le ramener à la Torah. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Hamara au carré. Moi, je m'occupe de sa teshuva. Mais toi, tu perds ton temps avec un gars qui n'est pas à la hauteur. Vous savez, dans le Paris-Tel Aviv, les deux ailes, elles démarrent en même temps de Paris. Mais s'il y a une aile qui va vers Tel Aviv et l'autre, elle reste à Roissy, ça ne marche pas. Donc, quand il y a une trop grande différence de religion, je ne te parle même pas des problèmes relationnels, je te parle même de tous les problèmes de Shalom Bayit qui vont arriver avec. Parce que toi, tu veux pas qu'il te touche pendant que tu es nida, je ne mets pas les tefilines. La femme, elle dit quoi? Tu m'empêches d'aller à la plage? Je ne vais plus au mikvé. Moi, j'en ai des milliers des cams, des milliers. Qui pourtant, ils sont mariés par amour. Mais baba, l'amour, encore une fois, c'est l'équivalence des volontés. La volonté, c'est la maîtrise de l'existence. D'accord? Et l'existence, c'est la maturité. Donc, les gens qui sont immatures, ils se marient comme des brels, ils divorcent comme des imbéciles. Donc, ça, c'est tout ce que vous devez acquérir avant le mariage. Pourquoi? Parce que la vie, c'est comme un diplôme en 4 années. Première année, tu dois obtenir 5 UV. Vous savez ce que c'est les UV? Ce n'est pas des niveaux de bronzage, d'accord? La deuxième année, tu dois obtenir 10 UV. La troisième année, 6 UV. Et la quatrième année, 4. Imagine la première année, tu n'étais pas concentré, sur les 6, tu en as eu 1. Mais tu passes en deuxième année, c'est pas grave, tu peux rattraper. La deuxième année, tu n'en as plus 10. Tu en as 10 plus 5 de la première année, ça fait 15. Manque 2 pour la deuxième année, tu étais amoureuse. Tu avais la tête en l'air, tu n'étais pas concentré. Sur les 15, tu en as eu 2, il t'en manque 13. La troisième année, tu n'en as plus 6 maintenant. T'en faut 19. Et là, tu commences à te décourager. Là. Alors, c'est quoi la première année? La première année, c'est quand tu es célibataire. C'est quoi les UV? C'est toutes les midotes que tu dois développer. D'accord? Tu dois développer ta hirat shamaïm, ta compréhension de la vie, ton respect de toi-même, ta force d'affirmation, ton intelligence, ton autonomie, ton indépendance, par rapport au regard de l'autre, par rapport à toi. Tout ça, c'est les UV que tu dois obtenir avant le mariage. Vous me suivez ou non? Première année. Et si vous allez dire, ah ben c'est pas évident, hein, parce que ma mère, ma soeur, ma truc, c'est dur, hein, je suis gros, je suis maigre, je suis bête, je suis moche. Ok, écoute bien, écoutez bien. Vous êtes prêtes là? C'est que de l'amour. Hein. Vous êtes prêtes? Tous les UV que tu n'as pas obtenus en tant que célibataire, tu les épouses.
sais pas si vous me suivez. Donc la menteuse, elle doit régler un problème de mensonge. Mais elle n'arrive pas. Tu sais ce qui se passe? Elle épouse quelqu'un qui ment plus qu'elle. Elle devient folle. Ou quelqu'un qui ment jamais, genre le MacPid du prof de maths de Recta. Oui, mais tu as dit 19h20. Ouais, et il est 19h21. Toi, tu vas devenir folle. Tu dis, mais attends, mais il est fou celui-là. Non, il n'est pas fou. Il est juste ton complément. Donc, vous avez compris que tous les UV que tu as obtenus en tant que célibataire, tu n'auras pas besoin de les marier. Ça va? Donc après, maintenant, quand tu vas faire ton Shalom Bayit, tu vas en même temps travailler tes midotes personnelles parce que tu continues. Parce que les gens, ils croient, ça y est, je suis religieux, c'est bon, j'ai fait, tu vois. Moi, j'ai 59 ans, j'ai écrit 2 livres, j'ai peut-être 100 000 élèves et je travaille les midotes tous les jours. Mais je soigne des psychiatres déjà, je ne sais pas si vous voyez. Mais je travaille les midotes. Et je vois des gens, parce qu'ils ont acheté une perruque, ils disent c'est bon, de toute façon, je suis froum. Mais froum, c'est le bruit de la moto. Froum, 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 fry. Donc froum, c'est pas religieux. Froum, c'est quelqu'un qui a une sensibilité dans la religion qui l'oblige tous les jours à évoluer. Sinon, c'est traditionnaliste avec une perruque à 2000 €. Non, il faut qu'il y ait un travail. Donc maintenant, tout ce que tu n'as pas travaillé en tant que personne, on a dit que tu l'épouses. Donc maintenant, il va falloir travailler tes midotes plus ton Shalom Bayit. Maintenant, c'est pas très grave parce que Shalom Bayit, on a dit qu'il est complémentaire de tes midotes. Donc, tu vas travailler ton Shalom Bayit en même temps que tes midotes. Ça va? Tout ce que tu n'as pas travaillé dans ton Shalom Bayit, donc en 2e année, t'en fais pas. Tu l'accouches. Vous croyez en Dieu. Vous croyez dans la génétique. Donc l'enfant qui est devant toi, il vient de toi. Donc il a tes qualités, Baruch Hashem. Et aussi tes qualités. Après tu dis, mais comment ça se fait qu'il est têtu comme ça? Mais comment ça se fait qu'il est têtu comme ça? Mais comment ça se fait qu'il est têtu comme ça? Mais comment ça se fait qu'il est têtu comme ça? Mais comment ça se fait qu'il est têtu comme ça? Mais il est têtu comme toi. Je dis, mais c'est la mort. Mais je veux pas des enfants comme moi. Mais ton mari, il est comme toi. Tes enfants, ils sont comme toi. Oh, tu dis, non, mais je voudrais mieux. Eh ben change. Tu dis, non, je veux pas. D'un côté, vous allez dire, ouais, ben ça c'est angoissant. Mais non, t'as pas compris, ça s'appelle la liberté. Tu veux gagner 1 million d'euros? Tu peux le faire. Fais des hautes études de finance, développe de l'immobilier et crée une chaîne de restaurants. Tu vas gagner 1 million d'euros. Si je veux finir le Talmud, tu peux. Tu te fixes tous les jours, tu étudies, tu apprends bien à étudier, tu rentres dans une très grande yeshiva, tu fais Ravruta avec le fils de Rav Shach et tu finis le chasse tous les ans. Tu peux le faire. Tout est possible. Mais il faut que tu te bouges le derrière. Mais si tu es Allah comme ça, tu dis, Bezrat Hashem, tu allumes des veilleuses, tu manges des téfilines, ça marche pas. La partie d'Hachem, c'est à Dieu de la faire. Mais ta partie à toi. Ton travail, tes midotes, tes efforts, de te lever le matin, de te concentrer, de te battre, de lutter contre ton Yetzirara, c'est toi ça. Même si c'est 10% et que le bon Dieu fait 90, il dit le Chazonish, mais les 90 tu dois les faire. Hein. Les 10 tu dois les faire à 100%. Donc soit tu n'es pas religieux et de toute façon tout fonctionne tout seul, donc je vois pas pourquoi j'interviens. Soit tu es religieux, tu dis bon, tout est mina shamaim, donc j'ai pas besoin de faire quelque chose. Non, 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 non. 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 Ce qui t'incombe à toi, le travail des midotes, la construction personnelle, la construction de ton mariage, la construction de tes enfants, c'est pas mina shamaim. Vas-y, va travailler. Va. Donc vous comprenez que la chance que vous avez, Baruch Hashem, que vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore des enfants, donc vous êtes en plein dans la fabrication de vous-même. C'est la meilleure période de la vie. Ouais. Et c'est là, maintenant, en même temps que vous allez vous mettre la tannée de faire des efforts, mais en même temps, vous allez gagner du terrain. Parce que ce que vous avez travaillé les midotes, par exemple, on va vous envoyer quelqu'un qui a travaillé de la même manière, donc vous avez gagné ça au niveau du Shalom Bayit. Vous savez ou non? Ce que vous avez évolué au niveau personnel, si vous êtes purifié la tête, vous aurez des enfants plus purs. Si vous avez la tête pourrie, après tu dis, ouais, l'enfant il est obsédé, mais d'où ça vient? D'accord? Si vous êtes cassé la tête dans la Mishnah et dans la maths et dans la physique, vous avez un cerveau évolué. Donc vos neurones, ils ont une certaine qualité. Quand vous les mettez dans le bébé il vient avec un niveau intellectuel plus fort, donc il est plus aidé. Si vous êtes bourré de complexes et angoissé et mal dans votre peau, l'enfant il est de la même chose. Tu dis, mais c'est horrible. Mais non, c'est pas horrible, c'est une opportunité. Rappelez-vous qu'avec un tremplin, on peut sauter 3 mètres, on peut se casser les 2 chevilles. Ça dépend comment tu l'abordes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit vélo tatourou. Ouais, on a dit quoi? Que les yeux sont les explorateurs du cerveau. Et on a dit, rappelez-vous, que est-ce qu'on trouve ce qu'on trouve ou on trouve ce qu'on cherche? On trouve ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est quoi? C'est nous-mêmes. C'est toi qui veux.
Donc il faut apprendre à développer le jeu et il faut apprendre à développer le vœu. En hébreu, ça s'appelle Shlita Taratson. Et Shvira Taratson. Donc la mauvaise volonté, celle du Yetzer Hara, il faut la casser. Il faut être capable de casser. Il y a un lachon hara qui vient dans la bouche, tu casses. Ouais, il y a une flemme qui arrive, tu casses. Par contre, la bonne volonté, il faut la développer, qu'elle soit forte, qu'elle soit musclée, qu'elle soit puissante. Moi, un jour, j'ai eu un grand moussard. Madame Baruch, écoutez ça. J'étais à Pavillon-sous-Bois. C'est une école très, très proche du judaïsme. D'accord ? Et je marche dans la cour et je trouve par terre un petit bout de papier. Et moi, j'ai un défaut, je suis observateur. Et je vois le papier, il est bizarre. C'est une feuille blanche, mais il est gris. Je le prends. Béhémet, c'est dommage, je ne l'ai pas gardé jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une leçon entière de géographie qui avait été écrite sur un papier de 5 cm sur 4. Elle a dû écrire avec une aiguille, c'est pas possible, tellement c'était petit. Quand je l'ai levé, il y a une fille qui passe à côté. Bon, c'était une fille, ça veut rien dire, hein, il y a aussi des filles intelligentes. Elle m'a attrapé, elle me dit, ah, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et moi, je l'ai attrapé, j'ai dit, mais là, mais t'as mis au moins 5 heures pour faire ce truc. Elle me dit, ouais, ça m'a pris 6 heures. Je dis, mais pour apprendre la leçon, ça t'aurait pris 1 heure. Je sais pas si vous me suivez. C'est une leçon de vie. Quand tu travailles tes midot, tu gagnes 10 ans de Shalom Bayit. Quand tu développes ton intelligence, tu gagnes 15 ans de trucs. Quand tu développes ta force de travail, vous savez que la flemme, c'est plus fatigant que le travail. Vous êtes au courant, ça? Ben oui, parce que le poids de l'objet dépend de la motivation que tu m'as apportée. Si je vous donne une valise de cailloux, je vous dis, si vous l'emmenez d'ici à Sarcelles, je vous la donne. Elle est très lourde. Mais si je vous donne une valise de diamants, et elle pèse 40 kilos, d'accord, il y a à peu près 9 millions de carats, et je vous dis, si vous l'emmenez d'ici à Paris à pied, elle est à vous. Elle est lourde ou elle est légère? Elle est légère. Tu fais comme ça avec 21 milliards de francs, tu danses. Donc tu vois que le poids de la valise dépend de la motivation. Ça va? Donc si tu es motivé dans tes études, elles sont faciles. Si tu es motivé dans ton travail d'imidot, c'est facile. Si tu es motivé dans ta Hirat Shamayim, c'est facile. Si tu n'es pas motivé, c'est lourd. D'ailleurs, comment on appelle mettre la motivation dans ce qu'on fait? Porter. Et quand on fait la même chose, mais sans motivation, ça s'appelle supporter. Après, tu réfléchis. Tu supportes la vie ou tu portes la vie? Tu supportes ton mari ou tu portes ton mari? Tu supportes la religion, ouais, ou tu portes la religion? Tu décides. Parce que porter et supporter, c'est juste avec volonté ou sans volonté. Or, le problème, c'est que pour que tu la portes avec la bonne volonté, il faut que tu maîtrises la bonne volonté. Et celui qui maîtrise la bonne volonté, c'est le jeu, c'est le da'at. Donc, si tu ne développes pas ta volonté, ta personne, ta anochiout, il dit le Rav Yerucham, donc tu n'as pas développé ta personne. Or, rappelez-vous qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, si une personne, elle n'a pas développé sa personne, et on a dit que chaque personne, elle est unique, parce que unique, c'est un. Maintenant, si toi, tu n'as pas développé ta personne, ne t'étonne pas que les gens, ils font pas du kavod à ta personne, alors que toi, tu sais au fond que tu es personne. Mais si tu as développé ta personne, ta personnalité, ton jeu, ta volonté, ta maîtrise de ton ratson, la maîtrise de ton Yetzer Hara, la maîtrise de tes mauvaises midot, la maîtrise des ta'avot, mais t'es un surhomme. Le Even Ezra, il dit Rov haolam olchim achar ta'avotam. La majorité des gens vont selon leur ta'avot. Mais c'est ce qu'est la ta'ava. La ta'ava, c'est une pulsion animale qui est produite par le corps. En français, ça s'appelle l'envie. Maintenant, on a dit que la volonté, elle vient de l'âme. Mais l'envie, elle vient du corps. Mais la volonté, elle est infinie, puisque la neshama est infinie. Mais l'envie, elle est finie, puisque le corps est fini. Vous me suivez toujours? Donc les gens qui font ce qu'ils ont envie, c'est toujours des gens à court terme. Les gens qui font ce qu'ils veulent, c'est des gens à long terme. Dites-moi, à votre avis, le mariage, c'est une question d'envie ou de volonté? Hein? C'est pas clair, hein? Ah, il y a des consommatrices, là. Vous avez compris ou non? Le mariage, c'est du long terme ou du court terme? C'est du long terme. Donc, ça n'a rien à voir avec l'envie.
Parce que j'ai envie d'une glace. J'ai envie d'un paquet de Candy Planet. Mais je ne peux pas dire j'ai envie d'être ingénieur. Maintenant, il y en a pour 4 ans. Je ne peux pas dire j'ai envie d'être une sadéquette, il y en a pour 20 ans. Donc les gens qui vont selon leur volonté, ils construisent à long terme. Les gens qui vont selon leurs envies, ils sont à court terme. Les gens qui vont selon leurs envies, ils sont superficiels. Les gens qui vont selon leur volonté, ils sont essentiels. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Les mots, c'est parce que nous on dit, oh, de toute façon, je dis je veux, j'ai envie, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Maintenant, puisque la volonté, c'est le ratson, et que l'envie, c'est une pulsion du corps, ouais, donc ça veut dire attention, dans l'envie, il n'y a pas de volonté. Et dans la volonté, il n'y a pas d'envie. Ça va? Vous avez compris ou non? Non, encore une fois, on prend la définition que j'ai donnée. Maintenant, aujourd'hui, on mélange les deux. J'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie de faire des études, j'ai envie de... En vérité, si on prend l'essence, c'est que l'envie, elle vient du corps. Ouais. Et la volonté, elle vient de l'âme. Donc, quand je dis, par exemple, je fais les études que j'ai envie, d'accord? C'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être médecin. Ah, je me vois avec la blouse blanche, docteur Bénichou. Mais tu sais, c'est 10 ans d'études, tu veux faire chirurgie? 10 ans. 10 ans avec des sélections, avec des devoirs, avec des trucs, avec des internes, avec l'arma, avec le chef du département qui va te casser la tête. Je me dis, j'ai pas envie. Ah. Mais quand tu dis je veux, c'est comme une balle de fusil. Il n'y a rien qui l'arrête. C'est normal parce que En Davar Omed Bifnei Ratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Mais il n'y a pas écrit En Davar Omed Bifnei Chafetz. Il n'y a rien qui tient devant l'envie. Donc il faut s'éduquer, parce qu'en fin de compte, vous avez compris, que les adultes, c'est ceux qui ont des volontés, et les enfants, c'est ceux qui ont des envies. Comme quelqu'un, il veut faire du business. Il dit, écoute, j'ai 50 000 euros, je vais faire un business. Il n'y a pas de problème, il faut 100 000. Tu mets 50, je mets 50, ok. On commence à perdre de l'argent, les résultats, ils ne viennent pas tout de suite. Rends-moi l'argent. Ben, je ne peux pas te rendre l'argent, c'est une société anonyme. Ah, mais j'ai plus envie. Tu vois, quand tu es venu avec l'envie, c'est du court terme. Alors, je vous dis un secret, ne le prenez pas mal. Si un garçon, il dit, je veux t'épouser, ça veut dire qu'il a un projet à long terme avec toi, d'unir vos esprits et vos corps et votre âme jusqu'au Mashiach. Ouais. Mais si quelqu'un dit j'ai envie de t'épouser, c'est qu'il a faim. Après, c'est vous comment vous vous sentez dans le rôle du shawarma. Non, chez les goïms, ça existe ça, parce qu'eux, ils disent la femme, c'est l'objet du désir. C'est-à-dire que l'homme, c'est la personne, et la femme, c'est l'objet. D'accord? Maintenant, si vous vous mettez en situation d'être un objet, d'accord, un objet bien rangé, bien maquillé, et que ce qui vous intéresse, c'est le regard de l'autre, il a raison, c'est un objet. Mais si toi, tu es une personne, maintenant, toi, tu veux que l'autre, il t'épouse en tant que personne, ou tu veux qu'il t'épouse en tant qu'objet? Tu dis, Mahaz de Shalom, je veux qu'il m'épouse en tant que personne. Ah bon, alors pourquoi tu fais beaucoup d'efforts pour améliorer ton aspect, et très peu d'efforts pour améliorer ta personne? Donc ça va ensemble. La personne, elle développe la volonté, le corps, il développe l'envie. Donc maintenant, quand on est dans cette logique-là, on comprend ce qui est marqué ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, les Béné Israël, ils voulaient envoyer des explorateurs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Quand ils envoient les explorateurs, c'est qui envoie les explorateurs? C'est la volonté. On a dit le parallèle entre la fin de la paracha et le début de la paracha, c'est que la manière que le cerveau il est aveugle et qu'il envoie les yeux pour explorer, la même manière, les Béné Israël, ils étaient aveugles. Donc ils ont envoyé des explorateurs pour voir ce qui se passait en Eretz Israël. D'accord? Maintenant ici, il y a un Rashi qui est incroyable. Je ne pensais pas du tout faire ce développement-là. Donc on est très très en retard par rapport à ce que je voulais faire. Et je sens que votre cerveau, il arrive à saturation. Peut-être qu'il y en a une majorité parmi vous qui prie pour que je m'étouffe. C'est pas grave. Et ça fait plaisir de ne pas le penser. Donc, est-ce que vous avez encore un quart d'heure de concentration ou vous en pouvez plus? C'est vrai? Sincèrement ou genre faire plaisir, pas faire honte au rabbin? Madame Baruch, vous avez prévu des médailles? Parce que là, on a que des tzadékettes, là. Alors écoutez, ça c'est une lecture personnelle que moi j'ai eue dans ce Rashi. Je l'ai lu de nulle part. Mais quand je l'ai raconté à Rav Kaplan,
Le Mashgar de Keter Shlomo, il m'a dit Ze emet la mito. Donc écoutez la lecture que j'ai du Rashi ici. Quand c'est marqué Shlach Lecha, envoie pour toi. D'accord, on reprend le passouk. Shlach Lecha Nashim, envoie pour toi des hommes. Veyatouru et Eretz Kenaan, qui vont explorer la terre de Kenaan. Asher ani noten ibn Israël, que je donne aux ibn Israël. Ok. Maintenant, sortez du contexte. Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël, les explorateurs, la terre d'Israël, oubliez tout ça. Maintenant, je vous donne une autre lecture. C'est que rentrer en Eretz Israël, en vérité, c'est à chaque fois que tu rentres dans un domaine qui est nouveau. Les Bnei Israël étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Après, ils ont passé un temps dans le désert. Après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Maintenant, ce qui est très bizarre, ces trois étapes-là, elles ressemblent aux trois étapes de l'homme. Parce que première étape, on est enfant. C'est quoi enfant? C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est un prisonnier. Bah oui, parce que tu es prisonnier de tes parents. Tu es prisonnier de l'école. Après, tu es prisonnier de tes capacités. Tu es prisonnier au niveau financier. En fait, tu es un prisonnier. Ouais, tu es dans les limites. Comment on dit les limites en hébreu? Metzarim. Metzarim, c'est les mêmes lettres que Mitzraim. Hachem, il a donné la Torah. Grâce à la Torah, nous sommes sortis d'Égypte. Donc la Torah, elle te permet de sortir de tes limites. Maintenant, première étape de la vie, tu es un gamin, tu es dans l'illusion, tu es dans les dessins animés, tu es en Égypte. Ok. Troisième étape, tu es mature, tu as fait ton séminaire, tu as fait tes études, tu rencontres, tu te maries, tu rentres dans le mariage. Ça, c'est l'âge adulte. Maintenant, l'âge adulte, on va dire, au moment du mariage, l'enfant, ça ressemble à l'Égypte. La rentrée en Eretz Israël, ça ressemble à l'adulte. Qu'est-ce qu'il y a entre l'enfant et l'adulte? Il y a quoi? Voilà, il y a l'adolescence. Et l'adolescence, elle ressemble au désert. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le désert, d'accord, d'abord tu te sens seul, d'accord, d'abord tu n'es pas encore un adulte, mais tu n'es plus une enfant. Et puis, midbar en hébreu, ça veut dire le désert. Mais medaber, ça veut dire parler. C'est à ce moment-là que tu dois parler avec tes parents, et c'est là que tu n'as pas envie de parler. De toute façon, ils ne me comprennent pas. De toute façon, on n'écoute pas les mêmes musiques. Ouais, eux, ils écoutent la musique oranaise. Ouais, et moi, je écoute du bebop ou hip-hop ou j'en sais rien. Ouais. Mais comment ils vont me comprendre? D'accord? Moi, mon père, il ne sait même pas qui c'est Avraham Fried. D'accord? Donc, en vérité, les enfants sont convaincus que les parents ne les comprennent pas. D'accord? Bien que les parents, ils sont passés par les mêmes étapes que les enfants. A priori, vous savez, avant d'être parent, on est enfant, en général. Ouais. Donc, les parents ont plus de chances de comprendre les enfants que les enfants ont de chances de comprendre les parents, puisque les enfants n'ont pas encore vécu ce qu'ont vécu les parents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle la fracture parentale. Maintenant, bizarrement, Amalek, oui, il est l'ange, en fait, il est le représentant physique du Yetzer Hara. Amalek, il a attaqué les bénis Israël quand ils étaient en Égypte? Non. Il les a attaqués quand ils étaient en Eretz Israël? Non. Quand est-ce qu'il les a attaqués? Dans le désert. Le désert, c'est quand? L'adolescence. Quand est-ce qu'il attaque les Yetzer Hara? Quand tu es un enfant, il te laisse tranquille. Tu comprends rien. Quand tu es un adulte, tu maîtrises. Il te laisse tranquille. Mais quand tu es adolescent, il t'attaque. Maintenant, c'est quoi l'enfance? On a dit, c'est le monde de l'illusion. C'est quoi l'adulte? C'est le monde de la maturité. C'est quoi l'adolescence? C'est le difficile passage entre la fin de l'illusion et le début de la réalité. Alors, comment on appelle la déchirure entre d'accepter la fin de l'illusion, la fin des dessins animés et rentrer dans la difficulté de la réalité? Comment ça s'appelle? La crise d'adolescence. Maintenant, le Rav de Brisk qui dit, plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est solide. Maintenant, moi, je vous ai parlé de 3 étapes. D'accord? Enfance, adolescence, adulte. Moi, je vous ai dit que ça, c'est l'illusion, c'est le rêve. Ça, c'est la réalité, l'adulte. Et ça, c'est entre les deux. Ouais. Mais je ne vous ai pas donné d'âge. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est quelqu'un qui rêve à 40 ans, c'est un enfant. Quelqu'un qui assume à 12 ans parce que ses parents sont immatures, c'est un adulte. Quelqu'un qui a envie de tout foutre en l'air et changer de vie et tout casser et faire quelque chose de nouveau, c'est un adolescent. Ça s'appelle la crise de la quarantaine. C'est que la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Donc c'est très très important d'avoir une enfance normale,
de faire une crise d'adolescence normale. Moi, j'ai très peur des gens qui n'ont pas fait de crise d'ado. Tu sais, les gens qui disent non, Shalom, au Hachem, tout s'est bien passé, j'étais une élève modèle, j'étais sérieux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore fait la crise. Elle va venir. Peut-être à la naissance du 6e, va savoir. La crise, elle va venir. Maintenant, c'est bien qu'elle vienne à un âge où tu es entouré par tes parents, par tes rabbinim. Comme ça, même si tu fais la crise, tu ne vas pas faire des choses graves. Genre, tu vas ouvrir un bouton. Ouais, tu vas dire, je vais mettre une jupe au genou. Parce que les gens, quand ils font la crise, il y en a qui deviennent cinglés, qui lâchent tout, qui détruisent tout. Maintenant, cette personne-là, qui va passer de là à là, c'est une étape. Donc, de la même manière que passer de l'état de célibat à un mariage, c'est comme rentrer en Eretz Israël. De la même manière de quitter la petite école juive sympathique et rentrer en faculté à Jussieu, c'est comme rentrer en Eretz Israël. Ouais, quand toi, tu es dans ton école de commerce et tu crées ton business, c'est comme rentrer en Eretz Israël. Quand toi, tu pars de l'école et tu rentres au séminaire, c'est comme rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les changements, ils génèrent une peur. Et la peur, elle génère l'envie d'envoyer des explorateurs. Mais on a dit que les explorateurs, ils vont trouver ce que tu cherches. Donc si tu es construite, si tu es forte, si tu as une émouna, si tu as une simchat chaim, si tu as une jeunesse équilibrée, tes explorateurs, ils vont trouver que du bien. Vous savez ou non? Mais si tu es une glandeuse, si c'est une peureuse, si c'est une Allah, si tu n'es pas clair dans ta émouna, les explorateurs, ils vont trouver de quoi nourrir tes peurs. C'est ce qui passait avec les Bnei Israël. Ils envoient les explorateurs. Mais les explorateurs, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Donc ils ont vu les défauts d'Eretz Israël. Alors, à cause de ça, les Bnei Israël, ils sont restés dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert pendant 40 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes au courant ou non? Eh bien, ils ont fait des mitzvot, ils ont étudié la Torah, ils étaient entourés des Hanan et Kavod, ils ont mangé la manne. C'est ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un stage de Emouna de 40 ans. 40 ans après, il fallait rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il a envoyé les explorateurs. Tu dis, mais attends, mais t'es fou, toi? Il y a 40 ans, on a envoyé les explorateurs, à cause de ça, on est resté 40 ans dans le désert. La Torah, elle ne dit pas pourquoi il a envoyé des explorateurs. Elle dit non, c'est bien, c'est normal. Le Ramban, il dit c'est normal quand on veut attaquer un pays, c'est normal qu'on envoie des espions pour vérifier ce qui se passe. Alors je comprends pas. 40 ans avant, les explorateurs, c'est très grave. 40 ans après, les explorateurs, c'est très bien. En vérité, le problème, c'est pas les explorateurs. C'est dans quel esprit? Si tu es pas dans le bitachon, si tu es dans la peur, si tu es dans l'angoisse, si tu as des doutes, je suis religieux, je suis pas religieux, je suis bien, je suis pas bien, je suis clair, je suis pas clair, la jupe, la truc, là. T'es pas clair, toi? Toi, t'es pas clair, c'est dangereux. Donc, il faut renforcer ta clarté. Maintenant, toute la vie que vous allez vivre, ouais, elle va être imprégnée avec ces années-là. Parce que réfléchissez bien. 15, 16, 17, 18, 19, 20. D'accord? Écoutez bien. C'est à cet âge-là que vous déterminez votre niveau d'intelligence ou le contraire. Si vous bossez à l'école, si vous ne bossez pas, vous n'avez pas le niveau intellectuel le même. D'accord? Maintenant, en fonction du niveau intellectuel, après, vous développez votre côté spirituel. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes religieuse, pas religieuse, sincère, pas sincère dans votre religion? En fonction des deux, ce que vous allez faire. D'accord? Vous allez faire des études, vous allez faire le séminaire. En fonction des trois, en fonction des études et le métier que vous allez faire. D'accord? En fonction des métiers et de votre personnalité, de votre niveau de religion, d'intelligence, la personne que vous allez épouser. Ouais? Et en fonction de la personne que vous allez épouser, les enfants que vous allez avoir. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que tout se joue entre 15 ans et 20 ans. Et justement, à ce moment-là, c'est là que le Yetzirah, il vient faire le balagan. Alors, je ne sais pas, je suis frouille, je suis fraille. Alors, les études, ça ne sert à rien, j'ai envie de travailler. Après, j'aime l'argent, mais je comprends que l'autre, il a fait 2 ans de fac de finance, il gagne 30 000 euros par mois. Moi, je ne comprends pas, j'ai fait 6 ans un CAP, je gagne 1 800 euros. Tout ce que tu vis, ça va être déterminé par ces années-là. C'est pour ça que le Yetzirah, il veut faire le balagan dans ces années-là. Parce qu'il sait, moi, je vous dis, j'ai reçu à peu près 3000 couples en consultation et peut-être 30 000 au téléphone. J'ai une petite expérience, ouais. Je peux vous dire que les 3/4 des gens, ils épousent les gens qui méritent. Et qui passent leur vie à réparer ce qu'ils auraient dû construire au départ. Donc vous, encore une fois, vous avez une chance extraordinaire, vous êtes avant. Ouais. Et que si les Béné Israël, à cause de leur manque de Emouna, ils ont été obligés de passer 40 ans dans le désert, de la même manière, vous, maintenant, vous êtes en terminale. L'année prochaine, vous pouvez aller au séminaire, vous pouvez aller à la fac. Mais la fac, elle va vous donner un métier. Mais qu'est-ce qui va imprégner votre maison toute votre vie? C'est la Yirat Shamayim, c'est l'expérience que vous aurez.
au niveau spirituel. C'est le vécu des rabbanim, ce que vous allez voir dans votre vie. Même si après vous allez travailler, mais est-ce qu'elle va être, votre vie, elle va être imprégnée, est-ce que votre projet personnel, il va être imprégné de spiritualité ou non? Et si vous allez dire, c'est pas tellement grave, il n'y a pas que des religieux, t'as pas compris. La spiritualité, c'est pas pour être religieux. La spiritualité, c'est pour qu'Hachem, il participe à ta vie. Maintenant, selon la place que tu laisses à Dieu, Dieu, il intervient. Maintenant, ne te plains pas de l'absence de Dieu, ouais, parce que tu dis, mais je comprends pas, mes enfants, ils sont fous, il n'y a pas d'équilibre à la maison, mon mari s'énerve pour rien, la parnasse, elle ne rentre pas, mais il n'y a pas la bracha. Et c'est quoi la bracha? C'est ce qu'est la bracha? La présence d'Hachem. Ça s'appelle Shechina B'Maasechem, la présence divine. Mais la présence divine, elle a des conditions. Est-ce qu'on peut monter à la Torah en maillot de bain? Non. Est-ce qu'on peut faire la prière de Kippour dans une boîte de nuit? Non. Parce qu'il y a des conditions. Donc quand la Torah, elle te dit Kedusha, Sniout, pudeur, finesse, Irat Shamaim, tout ça c'est quoi? C'est des conditions pour amener la Shechina. Si tu as la Shechina dans ta vie, la vie elle n'est pas pareille. S'il n'y a pas la Shechina, regarde, je vous raconte un truc incroyable. Un monsieur me téléphone, il m'a dit Rabbi Chetrit, est-ce que j'ai le droit de haïr mes beaux-parents? Je dis mais c'est une mitzvah. Non, je me dis dire quoi? Je dis écoutez Rabbi Chetrit, on était le soir de Rosh Hashanah, c'est une histoire vraie, hein, écoutez bien. On était le soir de Rosh Hashanah et on a été passer la fête chez les beaux-parents. Bon, on n'est pas très religieux, tout ça, on est venu en voiture et tout ça. Et évidemment, le beau-frère, il avait bu un peu, il m'a mal parlé, il a commencé à m'insulter. Moi, je me suis levé pour le frapper, j'ai levé la main. Sa femme, elle s'est interposée, ma main, elle a glissé, j'ai tapé un coup de poing dans la tête de ma belle-mère. Elle avait un œil comme ça, elle est tombée par terre. Quand elle a vu ça, la belle-sœur, elle a appelé la police. Le beau-frère, il a commencé à me frapper, il m'a cassé 3 dents. La police, elle est venue m'emmener au commissariat. J'ai passé 2 jours en garde à vue. Les 2 jours de Rosh Hashanah, je les ai passés au commissariat entre une femme de la rue et un clochard qui sentait le pipi. Alors, est-ce que j'ai le droit de haïr mes beaux-parents? Une histoire vraie, hein, comme ça. Je t'écoute, je vais répondre à ta question. Mais avant ça, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour avoir un mazal pourri le soir de Rosh Hashanah d'être en prison? Vous avez compris ou non? Il m'a dit, mais ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Shechina, elle sort de ta maison, c'est ce que c'est la maladie. La maladie, c'est quand la mort, c'est quand la Neshama, elle sort du corps. Et c'est quoi la maladie? C'est quand la Neshama, elle sort en partie. C'est quoi l'épidémie? Quand la Shechina, elle quittait les bénis Israël à cause de la Machloket de Korach, là où la Shechina, elle partait, il y avait l'épidémie. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a fait les kétorettes et il courait. Et la Torah, elle dit que là où il passait Aaron, elle s'arrêtait l'épidémie. Et qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il faisait que les bénis Israël faisaient Teshuvah. Donc, la Shechina, elle revenait. Maintenant, puisque la Shechina, c'est la Hatzlacha dans ta maison, c'est la Hatzlacha dans ta tête, c'est la Hatzlacha dans ta vie, c'est la Hatzlacha dans ton business, c'est la Hatzlacha dans le Chinour, tu peux te passer de la Shechina, toi? Tu peux pas. Alors dis-moi, c'est quoi les conditions pour avoir la Shechina? Il faut les connaître. Je dis, je les connais pas. J'étais injustieux. Donc si vous prenez un an pour devenir une vraie Bat Israël, c'est pas du temps de perdu. Et n'ayez pas peur. Ouais. Parce que si vous le faites sérieusement, après dans vos études, vous allez voir que ça sera plus facile. Premièrement. Et deuxièmement, que peut-être que tous les acquis là, des 18 ans d'école juive, moi j'ai eu beaucoup de cas malheureusement. La fille, Otsara Torah, Merkaza Torah, Igut Haridi, elle rentre à la fac, hop, la jupe elle se raccourcit, le goy s'est mis des rabananes, le Shabbat, on écrit avec un chinouille. Je dis mais comment c'est possible? L'influence de l'entourage. Donc ça veut dire que vous allez aller à la fac, mais il faut y aller blindé, il faut être forte, il faut être clair, il faut avoir une émouna en titane. Après tu peux faire ce que tu veux où tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu peux aller tranquillement où tu veux. Moi j'ai eu plein de filles qui ont fait le séminaire, me dire Rabbi Chetri, comment on va faire pour ne pas perdre? Je lui dis, tu fais une ravouta une fois par semaine ou 2 avec une copine, tu fais 2 fois des téilim, tu essaies de faire 2 tfilotes sur 3, tu gardes ta sniout, tu écoutes des cours dans le train, et la fille, au Hachem, elle s'est mariée avec un rave. Et elle a fini, je ne sais plus quoi, pédiatrie. C'est-à-dire, on peut faire tout dans la vie, mais il faut le faire. Ça s'appelle Shetier Iratret Kodemet Lechormatecha. Il faut ta crainte de la faute, elle passe avant ta sagesse. La sagesse, c'est tout ce que vous allez apprendre, c'est votre projet de vie. La crainte de Dieu, c'est ce qui va imprégner. Maintenant, si vous voulez qu'Hachem y participe à votre vie, si vous voulez avoir une vie qui soit imprégnée de Torah, si vous voulez avoir la bracha dans la maison, il y a des conditions, on ne peut pas les inventer.
Parce que moi, les gens, ils m'appellent Rav Chetrit, Shalom Bayit, Rav Chetrit, Chino, Rav Chetrit. Mon fils, il a une tendance bizarre. Je dis, mais madame, il y a de la Torah dans votre maison, il y a des mezuzot dans votre maison, il y a de la Kedusha dans la maison, il y a du moussard dans la maison, il y a de la remise en cause dans la maison. Il n'y a rien. Genre parvé. Alors j'ai dit, répétez après moi. Idgadal, Vidkada, Shemeraba. Donc, Baruch Hashem, tout ça, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes avant vous. Et vous avez le choix. D'accord? Donc vous, si Dieu veut, quand vous allez rentrer dans la vie active, quand vous allez rentrer dans la fac, quand vous allez rentrer là où vous allez rentrer avec, après les 40 ans dans le désert. D'accord? Après le séminaire, vous avez la tête claire, la tête propre. Ouais. Ça ne veut pas dire pas parce que tu fais le séminaire que tu dois épouser forcément un Kollelman. Non, pas forcément. Mais toi, tes valeurs, tu les auras. Tu sauras quoi dire à tes enfants. Tu sauras parce que la sniout, ça ne s'invente pas. Vous savez, la personne qui est en train de mesurer, la jupe, elle est courte, la jupe, elle n'est pas courte, la jupe, elle est à la longueur quand je suis debout, quand je m'assois, elle est trop courte. Ça, c'est parce qu'au fond, tu n'es pas motivé, tu n'es pas clair. Tu dois être clair. La cache-route, c'est pareil. Tu dis, oui, je comprends, on est à Saint-Étienne, il n'y a rien à manger, on est 1 heure avant Shabbat. Alors, est-ce qu'on peut prendre du fromage? Je dis, mais qu'est-ce que tu fous à Saint-Étienne 1 heure avant Shabbat? Ah ben, on n'a pas réfléchi. Mais c'est ça ton problème. Ton problème, c'est pas la cache-route. Ton problème, c'est que tu es brel. Ton problème, c'est pas la cache-route, c'est pas le Shabbat, c'est que tu es ignorant. Ton problème, c'est pas est-ce qu'il est assez juif, pas assez juif, parce qu'il est moitié juif, moitié truc, converti. Ton problème, c'est que t'es pas harmonieux, t'es pas équilibré, t'es pas homogène. Donc tout ça, c'est les qualités, encore une fois, qu'il faut acquérir avant. Donc quand tu es dans cette dynamique-là, de devenir quelqu'un de construit, quelqu'un d'entier, eh ben, c'est en vérité, c'est quoi? C'est le da'at. Ouais. Et le da'at, c'est quoi? Bon, c'est un mot qui est très dur. Il y a des livres entiers qui sont écrits sur ça. Mais le da'at, c'est en même temps la conscience, en même temps la volonté, en même temps la connaissance. Maintenant, vous savez comment on appelle le mélange de la connaissance, de la conscience et de la volonté? En français, en un seul mot? Non? Ça s'appelle la maturité. Parce que la maturité, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Maintenant, s'il y a la connaissance et il n'y a pas la volonté, ça ne marche pas. S'il y a la volonté et la conscience et il n'y a pas la connaissance, ça ne marche pas. S'il y a la volonté et la conscience mais pas la connaissance, c'est une grave maladie, ça s'appelle si j'avais su. Donc il faut les trois en même temps. Maintenant, les trois en même temps s'appellent bar da'at. Maintenant, tout le challenge du Yetzer Hara, c'est d'empêcher le da'at. Ça s'appelle Ishiah da'at. Donc c'est quoi le da'at? C'est le jeu dont j'ai parlé, qui va accueillir cette énergie-là de la Neshama. Et ce jeu-là, ce da'at, il va prendre cette énergie, il va l'envoyer dans la vie. D'accord? Mais si le da'at n'est pas construit, si la maturité n'est pas là, si la finesse n'est pas là, si la crainte d'Hachem, elle n'est pas là, même si elle est à l'extérieur, mais qu'elle n'est pas à l'intérieur. Et l'ashgacha, l'intervention divine, elle n'est pas en fonction de ce que tu crois être ou ce que les gens croient que tu es. Elle est en fonction de ce que tu es. Vous suivez ou non? Les épreuves qu'on a, si j'ai une épreuve avec la sniout, c'est que j'ai un problème de sniout. C'est pas que, genre, je comprends pas pourquoi on me fait un problème de sniout. Si j'ai une épreuve avec la cache-route, c'est que j'ai un problème avec la cache-route. Parce que le bon Dieu ne va pas m'envoyer une épreuve qui n'est pas adaptée. Donc regardez, je lis le Rashi, après je vous laisse tranquille. Shlach lecha, Hachem il a dit, envoie pour toi. Rashi dit quoi? Les dartecha. D'accord? Maintenant, oubliez le contexte de là-bas. D'accord? On a dit que le da'at, c'est quoi? C'est la maturité de la personne. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il lui dit, ils veulent envoyer des explorateurs, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Shlach lecha. Maintenant, on va dire qu'Hachem, c'est quoi? C'est la Neshama. La Neshama, qu'est-ce qu'elle développe? Elle développe la conscience morale. Quand toi, tu as une problématique, tu as un choix à faire, qu'est-ce qu'on te dit? Shlach lecha. Va vers ton lecha. Va vers toi. D'accord? Toi, tu vas voir tes parents, dis, papa, qu'est-ce que je fais comme étude? Dis, ma fille, qu'est-ce que tu veux, toi? Après, tu dis, bon, mais papa, d'un côté, il est sérieux, mais de côté, j'ai aucun sentiment. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce garçon? Tu le veux ou non? Ouais. Donc, toute la vie, on te renvoie à toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu renvoies aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Non, shlach lecha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les dartecha. D'accord? Va vers ton da'at. Parce que le da'at, c'est ce qui va être à l'origine. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de da'at, Ras Shalom, ça veut dire que c'est ton Yetzer Hara qui a pris la place. Donc tu ne vis pas ta vie, puisque tu vis une vie par intermédiaire, parce que c'est lui qui décide de ta place, puisque tu passes ta vie à dire c'était pas moi, c'était plus fort que moi. Mais si tu as construit ton jeu, tu as construit ton da'at, donc les dartecha, regarde, il dit, Ani eni metzavelecha, Hachem, il dit, moi je t'ordonne pas, moi. En fait, toute la Torah, c'est quoi? C'est des commandements, mais en même temps, c'est des conseils.
T'es intelligent, réfléchis. Les goïms, ils sont jaloux de la Torah. Vous savez que moi, je donne des conférences, j'ai des scientifiques de renom, des psychologues, des psychanalystes, des généticiens. Ils me disent, mais c'est énorme la Torah. En le feu, je vais dire, ah, rien, ça y est, la sortie d'Égypte, tu vois combien? Ouais, j'ai vu le film. Et le goï, il tombe par terre. C'est-à-dire, ils connaissent la chorma. C'est que celui qui est malin, ouais, il fait les mitzvot parce qu'Hachem a demandé, il faut ses mitzvot parce qu'il sait que c'est une chorma incroyable. Donc Hachem, il dit, Ani metzav elecha, moi je t'ordonne pas. Im tirtse shlach, si tu veux, envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux envoyer les explorateurs, envoie-les. Si tu veux. Ouais, mais c'est quoi le pire? Si je sais pas ce que je veux. Je sais pas. Je fais médecine ou je fais ça. Je sais pas ce que je veux. J'ai un garçon religieux ou pas religieux. Alors je veux un religieux pas religieux. Ouais, ils appellent ça un religieux ouvert. Ou alors un pas religieux. Genre un pas religieux qui a des midotes, qui a des valeurs, qui a des... Mais ça marche pas, ça n'existe pas. Si tu as grandi dans une famille religieuse, tu vas pas t'adapter à un non religieux. Parce que même le non religieux, même s'il fait teshuva, il va t'amener la pizza hut. Il va dire, oh, c'est Mina Ramadan. Tu dis, mais c'est pas cachère. Oh, ça va, c'est bon, hein. Les enfants, ils peuvent aller à la plage. De toute façon, c'est bon pour la peau. Mais tu vas leur dire, oui, mais se pourrissent les yeux. Et Tim Toumalève. Oh là là, tu nous fais la religion, la sorcière. Mais c'est toi qui l'as épousé. Et t'as rien demandé, lui. Donc il faut être clair. Vous savez, moi, j'en ai vu des milliers. Religieux, moi, religieux. J'ai encore une seconde, Madame Baruch, ou non? Une fois, écoutez bien ça. Une fois, je vais à une soirée de célibataires à Paris. Il y avait 500 célibataires. C'était pas religieux du tout. Et je devais faire un cours et après partir et les laisser dans la soirée. Il y a une fille qui vient. Béhémet, elle vient comme ça, avec le col, les bras couverts. Les autres étaient en mini-jupe. Servez-vous. Ouais. Je la regarde comme ça. Je lui dis, elle veut me parler. Elle me dit, voilà, j'ai une question. Je dis, excusez-moi. Comme ça, je lui dis, Armentières ou Aix-les-Bains? Elle me dit Aix-les-Bains. Mais comment vous avez deviné? Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a que des marchands de viande ici. Qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, ouais, vous comprenez, moi, je veux pas un religieux, moi, tous mes frères sont Kollelman. Ok, tu veux pas un Kollelman. Mais attention, là, tu sais ce que tu vas prendre, là. Tu vas pas prendre le Kollelman, là. Là, tu vas prendre le goy évolué, là. Tu dois savoir ce que tu veux. Parce que Bederer, Chiroté, maintenant, moi, le nombre de Shalom Bayit que j'ai eu avec des couples à deux vitesses, parce que le mec, il a juré sur la tête de sa mère qu'il allait faire Shabbat et qu'il n'a pas fait. Ou la fille, elle a juré qu'elle allait faire le mikvé et qu'elle n'y va pas. Pourquoi tout ça? Pourquoi faire? T'as une Porsche, t'achètes une portière de Porsche. Tu dis, oui, mais c'est dommage, j'ai une portière de Mercedes, je vais la jeter. Mais tu vas chez le mécanicien et tu dis, monsieur, je ne vais pas vous mettre une portière de Mercedes sur une Porsche. Tu dis, mais c'est ton métier, non? Tu vas bricoler, tu vas la visser, tu vas la truquer. C'est pas adapté. Tu me donnes la carte grise, je commande la pièce. C'est adapté. C'est adapté, ça colle direct. C'est comme ça que tu sais que c'est le bon chidour. Parce que Zézorem, on dirait que tu la connais depuis 20 ans. Ça coule tout seul. Mais s'il faut forcer, il faut s'engueuler, il faut se prendre la tête, il faut évoluer, il faut suivre des programmes, il faut faire du shalom bayit avant le mariage. Dis-moi, tu veux faire rentrer un carré dans un rond à coup de marteau? J'ai dit, oui, mais c'est mon zivouk, c'est Mina Shamaïm. En plus, il était là devant moi. Une fois, il y en a une comme ça. J'ai dit, mais pourquoi vous l'avez épousé? Elle m'a dit, parce qu'il était là. Je dis, mais le poteau aussi. Et puis, il a beaucoup insisté. Le papier de verre. Il insiste. C'est une proposition. Mais toi, tu sais qui tu es, tu connais ta valeur. Ah, maintenant, si tu connais pas ta valeur, si tu n'as pas confiance en toi, et tu te dis, ah bah c'est déjà pas mal, au moins il y en a un qui me regarde. Sachez qu'il ne faut jamais faire les courses quand on a faim. Parce que tu vas acheter n'importe quoi. Donc si toi, tu as une faim de te marier, tu as une faim d'attention, tu as une faim de te barrer chez tes parents, sache que tu vas épouser n'importe qui. Il faut être complète, il faut être construite, il faut être indépendante. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut attendre 40 ans d'être la fille de Rav Shach, c'est sûr. Mais il faut avoir une shlemout minimum. Une shlemout dans ta tête, une shlemout dans ton esprit, une shlemout dans ta connaissance, une shlemout dans sa sérénité, une shlemout dans ta émouna, une shlemout dans ton bitachon. Tu as cette shlemout de base, que tu as normalement au bout d'1 an, 2 ans de séminaire. Après, tu rencontres, tu te maries. Et va te marier avec un ingénieur, c'est pas grave. Il étudie à mi-temps, il étudie le soir. Va épouser un Kollelman. Vas-y. Il finit le chasse tous les ans. Il n'y a pas de problème. En vérité, tu peux épouser. Mais parce que toi, tu t'es préparé avant. Vous voyez, les Béné Israël, ils n'étaient pas prêts. Combien ils ont dû faire de stages? 40 ans. Toi, on te demande de faire 1 an.
dans le désert, là-bas de Ofakim, pour pouvoir rentrer dans la vie avec des forces, pour rentrer dans la vie avec la clarté. En fin de compte, c'est un stage de Emouna, c'est un stage de Yirat Shamayim. C'est pour ça que moi, je ne suis pas tellement d'accord, les filles qui font du séminaire et en même temps, ils font des études. Mais c'est un moment où tu peux être complètement kadosh, c'est dommage. Tu dis, oui, mais c'est un an de perdu. C'est pas un an de perdu. Parce que si moi, je te donne une méthode qui te fait gagner 10 ans, donc quand tu as perdu 3 heures à m'écouter, tu n'as pas perdu 3 heures, tu as gagné 10 ans. Ben, c'est exactement pareil. C'est vrai que vous êtes jeune et que la vie, elle est compliquée, que vous entendez des avis comme ça. Vous avez votre oncle qui est directeur du magasin, il dit, mais ma fille, si tu rentres tout de suite en prépa, dans 2 ans, tu rentres à HEC, après, je te donne un supermarché. Tu dis, waouh, ça donne envie. Ouais, mais lui, il est marié avec Christine, le tonton. Je crois pas qu'il a supermarché, mais il a fait des erreurs aussi dans sa vie. Parce qu'il lui manquait l'année de séminaire ou l'année d'Yeshiva. Donc ça veut dire ici que Hachem, il a dit au Béné Israël, moi je vous ordonne pas. Si vous voulez envoyer des explorateurs, envoyez-les. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une phrase qui est très très importante dans la pensée Ben Shetrital, tous les choix qu'on assume sont bons. C'est que même quand tu fais un mauvais choix, mais que tu l'assumes, il devient bon. D'accord? Mais un bon choix, quand tu l'assumes pas, il devient mauvais. Tu as fait le bon choix, tu étais au séminaire. Mais tu étais là-bas, tu traînais, tu faisais la gueule, tu te levais pas le matin, tu te prenais la tête avec tes copines et tu allais traîner à Mahane Yehuda. Donc tu as fait le bon choix, mais tu l'assumes pas. Toi, tu as fait le contraire. Tu as dit, bon, je m'en fous, je vais à la fac. Après, tu as eu tellement la ramma d'avoir raté parce que tes copines disaient, ouais, je suis à Getzed, je plane, on est super, on a des chourines de fou, j'ai évolué dans tout. Et toi, tu es comme ça, tu es à Jussieu, avec Ahmoud à côté de toi, tu dis, je vais mourir aujourd'hui. Mais tu assumes. Ouais, tu prends des cours, tu suis, tu prends des cassettes, tu prends des trucs, tu vas à des chavrutot et tu rattrapes ton séminaire. C'est-à-dire tous les choix qu'on assume sont bons. Vous me suivez ou non? C'est ce qu'il a dit. Ani, eni metzavelecha, moi je t'ordonne pas. Im tirtse shlar, si tu veux, c'est aratson shelcha, d'accord? Va, envoie. Tu veux épouser cette fille. On te dit qu'elle n'est pas pour elle. Tu la veux, vas-y. Mais assume. Ne viens pas dans 2 ans me dire, papa, elle est complètement côté de la plaque. C'est toi qui l'as choisi, mon fils. Tu la manges, tu l'avales, tu la digères. Et tu en fais une sadéquette. Les filles chez Baoui, Israël, Vamrou. Parce que les bénis Israël sont venus, ils ont dit, Neshlichan, Hashim, Lefanenu, nous allons envoyer des hommes devant nous. Kemo chez Neymar, comme c'est marqué, Vatikrevou, et là, vous vous êtes approché de moi, Bir, vous via. D'accord? C'est-à-dire quand t'es mélangé, quand t'es méboulbal, et tu viens, tu dis, ouais, papa, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Calme-toi, ma fille, on va s'asseoir, on va se poser, on va réfléchir. On va trouver des solutions à tout. Mais rien que calme-toi, parce que si t'es mélangé, t'es embrouillé, c'est du Satan. Pour prendre la mauvaise décision. Ou Moshe Nimlar Beshrina. Et Moshe, il a posé la question à la présence divine. Maintenant, on a dit que Hachem, il représente ta Neshama. Moshe, il représente ta conscience. Les Bnei Israël, il représente le gamin qui est en toi. Donc le gamin, il vient voir la conscience, l'adulte qui est en toi, il dit alors, qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu dis, on va demander à la Shekhinah. On va demander au Tzadikim. On va demander au Gadolador. On va demander. Amar Ania Martilaem Sheitova. Hachem, il a dit, moi, je leur ai dit qu'elle est bonne. D'accord? Moi, je te dis que la Torah, c'est bien. Moi, je te dis que le séminaire, c'est important. Moi, je te dis qu'il faut faire comme ça et comme ça. Et toi, tu dis, non, c'est pas évident, j'ai peur, on sait jamais, je vais perdre un an. Comme tu veux. Regardez, mais la phrase, elle est à la fin, c'est la pire. Il dit, Chayehem, parce que vous avez compris la situation, les bénis Israël, ils étaient avant de partir, d'accord? Ils ont envoyé les explorateurs. Les explorateurs sont revenus, ils ont mal parlé. Eux, ils ont eu peur, ils ont pleuré toute la nuit. Hachem, il a dit, vous pleurez alors que je vous donne la meilleure des terres du monde. Vous allez rester 40 ans dans le désert, d'accord? C'est bon, non? Mais là, on est avant tout. Ça rien passé encore. Ils sont en train de poser la question. On envoie ou on n'envoie pas? Ouais? On envoie ou on n'envoie pas? On est avant l'histoire. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il rapporte Rashi, il rappelle le Midrash. Hachem, il a dit, ils veulent envoyer des explorateurs. Chayehem. Il a juré Hachem, par leur vie. Chez Ani noten laem makom litrot. Que je vais leur donner un endroit pour se tromper. C'est-à-dire une opportunité de se tromper, de mal voir les choses. Bedivre meraglim, dans les paroles des explorateurs, les ma'an lo irashu, afin qu'ils n'héritent pas la terre. Donc je vais conclure avec ça. Là, on est avant l'histoire. Hachem, il dit, ok, vous voulez envoyer l'explorateur? Envoyez-les. Et moi, je vais leur donner de quoi se tromper. C'est pas qu'Hachem, il les a induits en erreur. Ouais. Mais ils vont voir du bien ou ils vont voir du mal. Mais on a dit tout à l'heure qu'on trouve ce qu'on cherche. Donc, ce que tu as dans la tête.
Donc si toi, tu n'as pas confiance en toi, tu sais que tu vas planter l'examen avant d'y aller. Ouais, si toi, tu te trouves moche, alors c'est normal que tu vas pas faire attention dans le shidour, parce que tu diras, de toute façon, je suis nul, Ouais. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que l'état dans lequel tu es en préliminaire, c'est ça ce qui va déterminer. Mais c'est pas une malédiction, parce qu'ici, c'est pas qu'Hachem, il leur a dit, parce que vous voulez envoyer l'explorateur, vous n'avez pas confiance. Alors, mais Ania Martila M chez Itova, d'accord? C'est-à-dire qu'Hachem, il t'a dit qu'elle est bonne. C'est-à-dire que quand toi, tu es dans ta conscience, et tu sais dans ta Hirat Shamaim que ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien, et que tu es dans la Emouna, et que tu es dans le Bitachon, et que tu es dans le Simchat Chaim, tu as bien compris que tes explorateurs, tes yeux et ton cerveau, ils vont pas voir la même chose que si tu es dans leur main, dans le complexe et dans la lourdeur et dans la culpabilité. Vous me suivez ou non? Oui, non? C'est clair? Alors ici, c'est pas qu'Hachem les a maudits, il leur a dit, ah bon, c'est comme ça. Eh bien, ils vont aller, et ils vont voir des choses mauvaises, ils vont les rapporter, vous allez pleurer, et vous allez être punis. Non, non. Il t'a juste dit ce qui va se passer. Vous suivez ou non? Il les a pas maudits. C'est comme si je te dis, écoute, ce garçon, il n'est pas pour toi. D'accord? Toi, tu as fait l'école juive, tu as fait le séminaire, tu as vu le kidouche. Lui, il tombe de la lune. D'accord? Ouais, il te dit, ouais, je vais faire tchouva, je vais faire 6 mois d'ishiva, mais pour l'instant, il mange du cochon. Ouais, il fait pas les brachot, il se couvre pas la tête. Il a aucune notion de Dieu. Il se demande si Dieu existe. Il fait un peu de la philo pour essayer de comprendre. Il apprend l'hébreu pour essayer de comprendre la prière. Mais il est complètement à côté de la plaque. Et ma fille, c'est pas pour toi. Dieu, si, maman, vous le connaissez pas, il a un grand potentiel. Puis moi, je veux pas un moi, je veux un gars qui réfléchit, un gars qui se remet en cause. Fais attention, ma fille. Parce que là, il veut te faire plaisir. Il va aller dans ton sens. Il va t'épouser. Après, il va commencer à dire ça me saoule. Après, il va retrouver ses anciens copains de Facebook et de la rue. Après, il va commencer à prendre des joints parce qu'il sent mal. Après, il va vendre des trucs bizarres parce qu'il a besoin d'argent. Après, il va traîner avec des folles. Et après, il va partir avec la secrétaire. Tu dis, maman, tu m'as maudit, je t'ai pas maudit, je t'ai seulement dit que si tu construis sur des fondations pourries, c'est normal que ça s'écroule. Ah, tu dis, c'est Mina Shamaim, c'est l'Ainara, mais non, c'est pourri. Donc, ce qui est marqué ici, Hachem, il a dit au béni Israël, si vous partez sur les bonnes bases, et c'est pourquoi j'ai choisi cette paracha, parce que c'est comme vous êtes dans un tournant, vous êtes dans un choix, vous êtes devant un changement, vous rentrez dans une nouvelle étape très importante, parce que vous quittez la sécurité de l'école juive, des profs sympathiques, d'accord, de Madame Baruch, de Madame je sais pas comment, ouais, pour rentrer dans une réalité qui est dure. Parce que vous allez en Israël, peut-être un séminaire en France, peut-être un tabac, peut-être vous allez rentrer à la fac, peut-être. Et c'est à ce moment-là que vous devez être blindé, vous devez être forte. Parce que ces choix-là, on a dit entre 15 et 20 ans, ils vont conditionner les 20 prochaines années. Parce que moi, j'en ai des gens, 20 ans après, qui me disent, vous savez, Ramel Chetrit, je me suis marié avec quelqu'un, en fait, je le connaissais, mais j'étais pas moralement prêt, lui aussi, il n'était pas. Alors du coup, lui, il s'est marié avec quelqu'un, il a divorcé 6 enfants, moi j'ai divorcé 4 enfants, j'étais marié avec un pervers, il m'a détruit, et maintenant on se marie. En fait, la fille, elle a rencontré son mari 20 ans après. Je sais pas si vous me suivez. Donc ne croyez pas que la Torah raconte une histoire, ouais, comme ils ont fait une faute, ils sont restés 40 ans dans le désert. Non, les 40 ans dans le désert, il y en a qui font 20 ans de dépression, il y en a qui restent avec la mauvaise personne, il y en a qui font des études qui leur plaisent pas pour faire plaisir à leur mère, il y a des passages dans le désert. Ouais. Mais vous avez la possibilité de vous éclairer, parce que la Torah, elle s'appelle Oraïta. Oraïta, c'est or. Or, c'est la lumière. De vous éclairer, d'être des esprits éclairés, imprégnés de sagesse, de la sagesse de la Torah, de la Hirat Shamaim, pour qu'Hachem y soit avec vous. Parce que quels que soient vos choix, il va falloir l'aide d'Hachem. Vous savez, moi, je suis un communicant. Je donne 280 conférences par an, depuis 30 ans. Mais avant chaque conférence, je prie. Que ça se passe bien, qu'Hachem m'aide à trouver les mots, que ça rentre dans le cœur. Ben vous, c'est pareil. Il faut faire rentrer Hachem dans votre vie. Mais Hachem, il ne va pas rentrer seulement parce que vous avez fait l'école juive, ou parce que vous avez une jupe longue, ou parce que vos parents sont religieux. Hachem, il va rentrer dans votre cœur parce que vous allez le faire rentrer dans le cœur. Et pour le faire, il faut qu'il y ait une période où il n'y a rien d'autre que ça. Ouais. Mais si vous êtes dans vos études, et en même temps, dans la Hirat Shamaim, et en même temps, vous faites votre informatique, et en même temps, vous faites ça, et en même temps, vous êtes fiancé. J'étais dans un séminaire que je ne veux pas citer, de française. J'ai fait un cours. Après le cours, toutes les filles sont venues. Voilà, je suis avec un garçon. Comment ça se passe? J'ai dit, le séminaire, c'est pas pour être avec un garçon. Ben oui, pourquoi? Parce que la fille que tu seras après le séminaire, c'est pas la même qu'avant. Donc le mec d'avant, il n'est pas adapté après. Après, il me dit, ouais, mais Rav, il est à côté de la plaque. Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit que j'exagère avec les halachot. Et moi, j'ai fait tchouva au séminaire. Je suis sérieuse maintenant. Même des froums, ils font tchouva au séminaire. Moi, elle me téléphone, des froums. Elle me dit, Ramel Chetri, mais je savais pas que c'est ça la tchouva. Les parents, c'est des rabbanim, elle découvre la teshuva. Elle découvre la pudeur.
Pas parce que tes parents ils te forcent, parce qu'elle-même elle veut faire attention. Elle jette ses jupes un peu bizarres et elle achète. Donc ça veut dire que c'est une période de transformation, c'est une période de finalisation, c'est une période de construction. Alors si tu mélanges le garçon au milieu, si tu mélanges les études au milieu, eh ben, en fin de compte tu fais toi moitié. Et le moitié produit jamais rien. Ça s'appelle Osek ma mitzvah, pas Mina mitzvah. Ça veut dire que tu fais entièrement ton séminaire, tu fais entièrement tes études, tu fais entièrement. Mais sinon, si tu mélanges, tu dis bon, j'ai un petit copain, mais on est chômeur des guillards, d'accord, mais tu peux pas te concentrer. Comment tu vas envisager d'épouser Rabbi Akiba si pour l'instant tu es avec Kevin? Et en sortant du séminaire, Kevin il te dit attends, t'es trop religieuse, dis-moi quoi, on se touche plus. Et toi tu dis j'ai raté Rabbi Akiba pour un mec qui aurait pu faire un feuilleton américain. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de nachat. Merci beaucoup à Madame Baruch et à l'équipe d'avoir organisé ce cours. Donc maintenant, le cours, il est filmé, tant pis pour vous.